Bienvenue dans Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cet épisode littérature qui sera consacré au plus récent roman de la Haute République intitulé Into the Light de Claudia Gray. Ici Francis en direct de Québec. Ceux qui nous écoutent en vidéo sur YouTube ont reconnu mon fidèle comparse de Vancouver. Ça va bien, Jean? Salut Francis, thank you for having me tonight. Ouais, non, Jean, je t'ai déjà dit qu'on ne faisait pas en bilingue. Et de l'autre côté de l'Atlantique, donc dans l'autre direction complètement, on retrouve notre consultant. C'est écrit de la bordure extérieure. Bref, ça va bien, Philippe? Ça va, bonjour et merci encore pour l'invitation en français. Toujours plaisant de t'avoir avec nous pour parler, entre autres, de ces romans-là de la Haute République. Avant d'aller plus loin, on salue nos amis de Star Wars Littérature Québec. On vous invite à aller sur le groupe, plusieurs petites chroniques très plaisantes ces temps-ci. Et comme beaucoup de groupes, et incluant nous-mêmes, mais bref, c'est carrément partout dans le monde, ben là, la série Endor a comme stimulé toutes sortes de discussions sur les personnages, puis les autres romans et œuvres. Là, J'en ai même découvert une toute récente, une BD, parce que moi, j'avais arrêté de lire les Star Wars Adventure à un moment donné quand c'était, tu sais, à l'époque, avant la Haute République, c'était toujours des petits, tu sais, des BD de 3 pages, genre. Et ben c'est ça, j'en ai découvert que je n'avais même pas jamais lu grâce à tout le brouhaha lié à Endor saison 2. Ben écoute, on peut profiter de ta présence, Philippe, en une phrase ou deux, là, comment tu as trouvé la deuxième saison? Alors j'ai adoré le premier arc, un peu moins le second en fait, et le final j'ai adoré. Voilà. Donc quelques phrases du très bon. Ouais, exact. J'ai pas trouvé personne qui a pas aimé. Hein. Mais bon, peut-être les plus jeunes. Présenter mon fils, ce que j'allais dire. Ouais. Exact. Sûrement les adorateurs de Star Trek. Non, je lance une petite pique. Là. Vous avez compris que je suis pas fan de Star Trek. Jean, qu'est-ce qu'on avait justement pour les auditeurs récemment du côté de Star Wars en direct? Eh bien, du côté de Star Wars en direct, nous avons beaucoup de littérature, comme toujours. Donc, dernièrement, nos critiques de la BD, La bataille de Jakku, le tome 1, qui est sorti récemment, fin du mois dernier, chez Panini Comics. Également, bah, tu en parlais dans la saison 2 d'Andorre, donc les critiques du dernier arc, du dernier épisode, des épisodes 10 à 12. Donc voilà, je crois que c'est la Team FR française qui concluait la série, Ouais, si je ne Tout à m'abuse. fait. Et l'édition spéciale 20 ans, la revanche des Sith, Génération Star Wars et science-fiction à QC, donc un petit enregistrement fait sur place à QC, donc pour discuter du 3e épisode de la prélogie, donc très sympathique également. Donc voilà, un peu de tout, un peu de très bonne ambiance. donc c'était très cool. Voilà. Excellent. Et pour une fois, je dois dire que l'équipe française avait l'air un petit peu organisée. Hein. C'est toujours le running gag là, à quel point ils sont désorganisés à QC. Mais voilà, cette année, j'ai trouvé que. Et avec un public en feu, là, j'aime bien la communion entre le staff et le public. C'était vraiment très, très agréable à écouter. Ouais. Et d'ailleurs, mentionnant Andorre, il faudrait peut-être mentionner aussi notre critique littérature du roman Reign of the Empire aussi, quand même, qui est le bouquin qui accompagnait un petit peu la série. Un excellent livre également, donc allez écouter ça. Il accompagne même très bien, c'est hyper complémentaire quand même. Complètement. Oui, écoute, c'est vraiment à se demander, parce que tu sais, c'est pas un livre sur les personnages de la série autres que Mon Mothma, tu sais, mais c'est vraiment à se demander si Alexander Freed et ce projet-là, parce que c'est quand même une trilogie, au niveau des dates de sortie, tout ça, là, tu sais, je sais pas à quel point il y a eu de la synchronisation, puis tout ça. Chapeau. Et ce qui est drôle, c'est que ça, c'était en quoi? C'était fin février, si je me souviens bien, quelque chose comme ça. La sortie du bouquin, ouais. Et depuis, c'est le foutoir total. Mais vraiment, les sorties littéraires, en mars, avril, mai, ça a été n'importe quoi. Donc, il y a le roman qu'on vous parle aujourd'hui. Mais la même journée, il y a eu un roman jeunesse qu'on va très, très vite aborder aujourd'hui aussi. Et le roman lié à The Acolyte, qui en français, ça Wayseeker. Wayseeker, de Justina Harlan. La même auteur, d'ailleurs. Donc, 2 romans Star Wars de la même auteur, le même jour. Et dans le fond, très prochainement, on a, dans le fond, le dernier roman de la Haute République. Bref. Et c'est ça, on a fait le choix de ne pas vous critiquer pour l'instant. C'est vrai, Jean, je pense qu'on ne l'avait pas expliqué. On a fait le choix de reporter la chronique du roman Cheminante, là, Wayseeker, après celle du dernier roman de la Haute République, parce qu'il y a un petit peu de spoil, là, sans être
complètement, dans le sens que certains personnages, on sait qu'ils survivent. Si on a lu Wayseeker, alors que, ben, c'est ça, si on ne l'a pas lu, on a encore ce gros point d'interrogation-là, surtout que Charles Soule avait quand même fait un carnage dans son premier roman. Là, c'était quoi déjà Into the Light. Non, des Jedi? pardon. Light of the Ouais, Jedi. Light of the Jedi, je pense. Light of the Jedi. La lumière des Jedi. Donc, fait que c'est ça. Je ne sais pas si ça va être la même chose dans la conclusion de Charles Soule. Bon, mais on verra bref, ce soir, mais on c'est espère. rien de dramatique de ce qu'on me dit, mais bon, c'est ça. Fait qu'on a fait le choix d'attendre la conclusion de la Haute République, puis après ça, on attaquera. En plus, d'un point de vue chronologique, ben, ça va être juste parfait. Ça va être la suite chronologique. C'est cool parce que la sortie française de ce roman, c'est quoi? C'est fin d'année? Ça va être très rapide et ben, c'est ça, tu t'es renseigné auprès de Pocket. Fait que eux vont quand même sortir la traduction de Cheminante Wayseeker avant celle de dernier. Le titre m'échappe, là, mais du dernier Haute République. L'épreuve des Jedi. Ouais, sûrement Trial of the Jedi, ouais. Ah ouais. Ouais, je suis en train de chercher la date, là. Je l'ai très près. Ouais, c'était très rapide, hein. C'est dans les 3-4 mois qui suivent la sortie. Ouais, ben, tu vois, en anglais, le 6 mai, en français, le 25 septembre. Ouais, voilà. Ah, ça va vite, ouais. Je crois que c'est le roman le plus rapidement traduit que j'ai jamais vu chez Pocket, quoi. Ben, ouais, il y a Mask of Fear aussi, là, le Masque de la peur, 25 février, 21 août. Ouais. Écoute, on est dans 6 mois, là. C'est 5 mois pour Wayseeker. Fait que ça performe chez Pocket. On les en remercie. Ils sont à fond. Donc, justement, comme je venais tout juste de dire, avant de se lancer, on va faire un peu comme Jean puis Philippe, vous aviez fait la dernière fois que le dernier roman jeune adulte, vous aviez abordé un peu le roman jeunesse que peu de gens lisent, donc c'est quand même intéressant de savoir un peu si ça en vaut la peine ou quoi, parce que ça ne le cachera pas, ça a été qualité variable, là, les romans jeunesse de la Haute République. Donc, ça s'appelait Valiant Vo. C'est sorti aussi tout récemment, là, donc le 6 mai, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, même jour. De Justin Harlan. Moi, je l'ai débuté. Je ne l'ai pas terminé. Bon, essayez de faire un mini peu attention aux spoilers sans que ce soit si dramatique non plus. Là. Mais, ouais. Oui, bon, de toute façon. Déjà, il se passe quoi là-dedans, puis comment vous avez trouvé ça? Bah, déjà, avant de te demander ton avis, Philippe, vite fait, je présente juste le truc. Donc, tu l'as dit, le dernier roman jeunesse, donc le middle grade, comme on dit en VO, de la Haute République, donc la troisième vague de la troisième phase, c'est ça. C'est 4h30 d'audiobook. J'ai pas le nombre de pages, je suis désolé, vu que l'audiobook, c'est très très court. Et on retrouve donc quasiment que des persos des précédents romans jeunesse. Donc, c'est Emery Cantaros qu'on voit sur la couverture, qui est un petit peu le héros de cette histoire-là, le personnage principal. Il y a également Tep Tep, Zeni, le droïde G6 et Churro, le fameux hut végétarien là, qu'on avait vu dans le précédent roman jeunesse, qui sont là pour une aventure un petit peu random. Mais voilà, donc Philippe, qu'est-ce que toi t'en as pensé de ce petit roman? Puisqu'il faut faire très court, dispensable. Voilà. C'est pas plus court. Non, mais pour moi, c'est dommage parce qu'en fait, avec Beware the Nameless, on avait un roman jeunesse qui apportait des choses et qui était même limite, en fait, à la limite entre la jeunesse et on va dire la gamme au-dessus en termes de roman, d'écriture, d'événements, de profondeur, de tout ce qui se passait, etc. Et là, en fait, tu l'as bien dit, c'est une aventure random. En fait, on a l'impression de voir un épisode d'une série pour enfants, quoi. Et ça passe en 4 heures, ça va très très vite. En fait, il se passe pas grand-chose, en fait. Donc, je suis assez déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux et une vraie conclusion pour ces personnages-là. Et en fait, non, c'est une side quest, quoi. Voilà, qui se passe sur une planète, il faut sauver des gens et puis basta, quoi. Je suis exactement de ton avis. C'est un épisode filler, même sans être dans les séries d'enfants, quoi. Je dirais, tu prends un animé ou une série random, c'est l'épisode filler qui te fait un peu chier, qui est pas désagréable en soi, mais en plus de ça, je vais dire pour l'audiobook, on le verra aussi pour Into the Light, mais c'est un audiobook qui a ni effet sonore ni musique. Alors c'est pas si gênant que ça, on a un petit peu l'habitude, mais là j'ai l'impression que sur la fin de notre République, ils bâclent un petit peu les audiobooks, là ça fait 2 de la dernière vague. J'espère que le Charles Soule aura quand même la totale, quoi, parce que ça fait... Juste sur l'audiobook d'ailleurs, on en avait parlé, Jean, c'est insupportable les voix de certains personnages. En fait, il y a un narrateur homme et le gars force les voix. En fait, je crois que Tep Tep. Pour les enfants, en fait, c'était Todd Abercorn qui avait fait déjà les 2 précédents de la vague 3, donc c'était Escape from Valo et Beware. Moi, je les ai lus, ouais.
Et voilà, et donc effectivement, si on n'est pas habitué, Tep Tep, tu mentionnais, alors effectivement, Tep Tep et Zeni, les 2 personnages principaux féminins, on va dire, voilà, comme tu dis, ils forcent vraiment, mais tu vois, moi, pour des Ah ouais, bouquins comme ça, on avait l'habitude d'avoir une narratrice, et j'aurais préféré, je pense que ça aurait été mieux d'avoir une narratrice, quitte à faire des voix de jeunes filles. Je trouve que les narratrices qui font des voix de jeunes hommes, donc elle aurait fait Emery, très, très bien aussi, ça marche mieux qu'un jeune homme, enfin, qu'un narrateur qui fait des voix de jeunes filles. Donc ouais. là, c'est vraiment. Et Verne, alors Verne, tu l'as sûrement écouté, donc si tu as commencé le bouquin, Francis, mais la voix de Vernestra, qui est pas là souvent, elle est là au début, un petit peu à la fin, elle est, nulle à chier. Enfin, je suis désolé d'être aussi vulgaire, mais j'ai détesté sa voix par ce narrateur-là, quoi. C'est dommage. Mm. Ouais. Ben, vous me donnez vraiment envie de continuer. Non, c'est ça, je vais le compléter. Mm. Mais je suis pas surpris de ce que j'entends. Par contre, tu vois, si on reste très rapidement sur l'audio, comment dire, la qualité audio, ben, j'ai trouvé que c'était quand même meilleur que le roman qu'on va critiquer aujourd'hui. Qui, lui, comme tu dis, a zéro musique, zéro intonation. Tu sais. Ouais. Comme tu dis, Philippe, là, il force pour faire une voix d'enfant, tout ça. Ben, là, dans le jeune adulte, c'est une pure lecture de roman sur un ton, tu sais, stoïque, là, tout le long, même zéro. Moi, en fait, c'est l'absence aussi de transition. Des fois, on passe d'un moment à... Tu sais, on comprend qu'à l'écrit, probablement que c'est juste, tu sais, il y a 3 astérix, mais on comprend qu'on change d'endroit. Mais là, à l'audio, il n'y a rien. Là. Il n'y a rien qui nous dit qu'on bascule sur une autre planète ou je sais pas quoi, une autre... Alors, groupe de personnages. plus à blâmer la narratrice, plutôt blâmer la production de l'audiobook, quoi, parce que c'est Ouais. pas, enfin, c'est pas elle qui s'est retrouvée sans musique, sans son, sans OK, même non, exact. changer Ouais, la voix. tout à fait. Là, Ouais. c'est la production et pas la narratrice. Là. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. C'est pour ça que le jeunesse, j'ai trouvé que, ben, au moins, Mhm. entre la narration et la voix, mettons, des phrases dites par des personnages, ben, au moins, c'est pas la même chose. En tout cas, bref, on en Mais reparlera tout à l'heure dans notre pour, roman. pour vite fait La conclure sur différence. du Pardon, vas-y. positif pardon, ouais, sur ce livre jeunesse, c'est pour la cible jeunesse, si vous le faites lire à un gamin, je pense Ah oui, qu'il oui, oui. trouvera quand même son compte. C'est quand même très agréable, la lecture est très facile, c'est juste un Island, il y a pas de souci niveau, compréhension, rien. C'est une petite aventure sympathique, je pense que voilà, le jeune public, aimera, quoi. C'est un vrai bouquin enfant, quoi. Voilà. Oui, oui. Enfin, Plus jeunesse que les autres, ouais, effectivement, ouais. ouais. Ah oui? OK. Bon. Et, à la Euh, différence, je le dis en 2 secondes, ouais. de l'audiobook de Wayseeker où il y a de la musique, des bruitages, voilà. C'est un Comme vrai d'hab, ouais. audiobook. Voilà. Il me reste 4 heures d'écoute et c'est voilà, bonne qualité. Ça fait plaisir. Excellent. Ben, sur ce, messieurs, on va passer en hyperespace. Pendant qu'on fait l'hyperespace, puis dans le fond, Philippe, je t'inviterais peut-être à redémarrer le micro ou quelque chose comme ça, parce que j'ai l'impression que des fois, ça D'accord. fluctue, là, puis on perd un peu. Donc, juste profiter de l'hyperespace pour faire ça. Je vais le rebrancher. Tu me diras si c'est mieux là comme ça ou pas. Je l'ai avancé en fait. Ben, on va le voir à l'usage. Donc, on lance Tu me l'hyperespace? fais un message. Ouais, go. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. De retour de l'hyperespace, donc justement, Philippe, on va pouvoir tester le son parce que je vais te demander de nous faire la lecture du très court synopsis de l'éditeur. C'est parti. Alors que plusieurs crises se précipitent toutes vers leurs conclusions palpitantes et choquantes, les chevaliers Jedi et les padawans préférés des fans doivent s'unir pour sauver la galaxie des Nihil, des sans-noms et peut-être pire que tout, d'un fléau mystérieux qui transforme tout sur son passage en poussière et semble impossible à arrêter. Alors, Ouais, donc c'est très très court. On peut peut-être mentionner, avant d'aller plus loin, que comme pour les autres œuvres là, de la fin de la Haute République, on a une espèce d'introduction commune aussi, hein, comme dans le bandeau déroulant, si on peut dire. Là. Ouais. Où est-ce que ça nous dit, bon, ben, les Jedi combattent sur 4 fronts, il y en a qui, etc. Fait qu'on a exactement le même début que, par exemple, dans le petit roman jeunesse, je crois, à Valienvo. Fait qu'on va voir, on aura sûrement la même chose dans celui de Charles Soule là, dans un mois. Côté spec, ben, vous l'avez peut-être vu sur la couverture, mais oui, je l'ai dit aussi en intro tout à l'heure, Into the Light, c'est le retour de Claudia Gray, autrice qu'on aime beaucoup.
autrice qui avait lancé le bal du côté des romans jeunes adultes là, avec En pleine ténèbres à l'époque. En anglais, c'était Into the Dark. Donc là, aujourd'hui, c'est Into the Light. Je ne sais pas si ça va être traduit en pleine lumière, en pleine... je ne sais pas, là. En pleine ténèbres, en pleine lumière. Ouais, c'est ça. Par Claudia Gray, du côté de chez Disney Lucasfilm Press, chronologie, on est en moins 228 pour un 368 pages. Donc en audio, on parle de tout près de 10 heures, 9h57. 1,25 $ canadien disponible ici au Canada. Sorti en français. On n'a pas encore la date, mais déjà pas en 2025. Mais c'est ça, on peut supposer première moitié, peut-être même premier trimestre 2026. Ouais, c'est ça. J'ai oublié son prénom. Lucille Gallio, voilà, nous a confirmé que la vague 3, la phase 3, sortira début 2025. Ouais, donc ce roman-là également. Excellent. Donc, comme d'habitude, je ne l'avais pas mentionné, mais on va faire une première partie sans divulgateur. On va donner nos avis et compagnie. Donc, inquiétez-vous pas. On vous avertira très clairement qu'on va tomber ensuite en partie spoilers et vous pourrez revenir quand vous aurez lu le roman. Ou, comme j'aime à dire souvent, au final, si vous êtes pour le lire juste dans 1 an, je pense que vous pouvez quand même rester avec nous. Je ne suis pas sûr que vous allez vous rappeler de chaque petit spoiler là, qu'on pourrait dévoiler. Donc, si je vous demandais, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de votre lecture Into the Light? Allons-y avec notre invité, Philippe. Je vais être moins dur que pour le roman jeunesse précédent, mais j'ai trouvé que le livre, en fait, apportait pas grand-chose... comme le roman jeunesse d'avant. J'étais un peu déçu, en fait. Pareil, je pense que quand on a lu Tears of the Nameless, en fait, et qu'on passe à ça, en fait, on a une perte je trouve qu'il y a une grosse perte, en fait, de qualité, tant d'ailleurs dans les événements, dans ce qui se passe, que même dans l'écriture, en fait, dans les situations. Voilà. Donc, j'étais très déçu par ce livre. Je serais moins dithyrambique, du coup, que pour la précédente émission. Et voilà, je reste vraiment sur ma fin. En fait, je reste vraiment sur ma fin. Ça apporte, pareil, je pense qu'il fallait boucler en fait les arcs, en tout cas, d'un certain nombre de personnages. C'est un roman choral en fait. Il y a tout le monde qui est là quasiment. Alors, en tout cas, tout ce qu'on a suivi avant. Donc, il fallait boucler les arcs et je sais pas si d'ailleurs si ça boucle vraiment les histoires. J'ai pas l'impression, mais ça fait pas avancer le schmilblick, quoi, comme on dit, en France. C'est un roman filler aussi peut-être, parce que finalement ça se passe que quasiment sur 2 planètes en fait, et puis voilà. Une aventure et c'est terminé. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. T'as fait de ton côté, Jean? Mais par contre, moi je voulais revenir déjà sur Claudia Gray, parce que Claudia Gray, ça faisait longtemps que tu disais qu'on l'a pas revu. Ça faisait depuis Fallen Star quand même, sur un roman. Ouais. Fallen Star, ça date, c'est la phase 1 quand même. Et par contre, on est tous d'accord pour dire que c'est elle qui a écrit le meilleur roman du canon avec Lost Stars. Hein. Je ne sais pas si on est d'accord pour dire ça. Moi, à égalité avec La lumière des Jedi de Charles Soule, le premier Tron là, de Timothy Zahn. Ah, ok. Enfin, je ne sais pas si tu l'as lu, le Lost Star de Claudia Gray. Si, qui était excellent. Ouais. Excellent. Par contre, tu vois, après, ça dépendait, quoi. Donc, Bloodline et Leia, c'était très bien, mais tu vois, Bloodline a fait débat, quoi. Il y en a qui ont adoré, il y en a d'autres qui ont moins adoré, on va dire. Ouais, pour moi, c'était plus... Si on est pour faire un classement, je dirais que c'est Maître et apprenti que j'avais le moins apprécié. Sur Obi-Wan et Qui-Gon. Ouais, tu vois, pareil, je trouve que c'est un bon roman, mais dans les Claudia Gray, je dirais que c'est pareil. Alors, on verra avec celui de ce soir. Mais ouais, pour moi, c'était Maître apprenti le moins bon de tous, mais il était quand même très, très sympa, quoi. Je sais pas si toi, Philippe, t'as un top Claudia Gray. Non, mais je vais copier Francis, en fait. Je suis assez d'accord avec son classement. Donc, Philippe, c'est celui à l'école qui regardait sur le bureau d'à côté. C'est ça, exactement. Ouais. Maître apprenti, ouais, c'était quand même... Enfin, moi, je suis un gros fan de Qui-Gon. J'ai bien aimé, moi, Maître et apprenti aussi. Hein. Ouais. C'est un bon roman. Hein. Et Into the Dark était pas mal aussi. Pour un premier jet de la Haute République, c'était son premier en adulte. Et il était assez dark d'ailleurs, hein, parce qu'il y avait une ambiance très oppressante dans la station à Maxime et tout. C'était pas mal. Hein. Ça très bien, une ambiance très alien, ouais, c'est vrai. Ouais, exactement, complètement. Ouais. C'est très bien. Et son Fallen Star était excellent. Il concluait la phase 1, c'était l'apothéose, c'était génial. C'était un super roman. Effectivement, je l'ai relu quand même assez récemment, en septembre.
Fallen Star, puis c'était quand même une très bonne conclusion du premier arc, même si je trouvais que, vu l'ampleur des événements, il y avait beaucoup de survivants. Disons que t'aurais voulu un plus grand kill count. Ouais. Ça Le dégage qu'on quand peut même. coller, c'est quand on a perdu Stellan Gios. Donc, Ouais, c'est c'est ça. ça qu'on perd avec la station. Parce que plein d'autres, on pensait les avoir perdus, puis finalement, ils réapparaissent par après. Donc, Buriaga, Orbalin. Ouais. En phase 3, ils sont là. Donc, c'était un peu dommage. Ouais. Mais bref, non, écoute, c'est une grande dame de la littérature Star Wars. Je pense que, évidemment, tu as mentionné Étoile perdue, là, mais tu sais, depuis le canon, là, vraiment, c'est dans les auteurs favoris de la plupart des fans. Là, donc, Tu sais que je sais qu'en interview, elle avait mentionné, mais il y a longtemps, ça fait peut-être trop longtemps, une éventuelle suite à Étoile perdue, mais toujours rien. Donc, bon, on espère, on creuse des doigts. Maintenant que la Haute République est terminée, pourquoi pas. J'aimerais revenir sur la cover vite fait, parce que c'est l'artiste Corey Brickley qu'on connaissait, parce qu'il avait déjà fait les 2 premiers Young Adult, Pass of Defeat et Pass of Vengeance de la phase 2. Et les 2 autres, je crois qu'il a fait Defy the Storm et Tear of the... Alors, désolé pour les anglicismes, est-ce que tu peux me reprendre avec les titres français, parce que je vais me faire engueuler encore d'un coup. Là, c'est Défier la tempête, Les larmes des sans-noms, mais pendant que tu abordes, écoute, je l'ai mis à l'écran tantôt, mais moi, il reste que d'un point de vue visuel, je trouve qu'il y a une erreur flagrante de marketing entre Into the Light et Tears of the Nameless. Même personnage, même couleur, ambiance, mais il y en a un, c'est des Nameless, mais éclairés en vert, l'autre, c'est plus des Drain Gear, ou en tout cas des plantes quelconques. Ouais. On en avait parlé en privé, mais c'est vrai que c'est dommage parce que le Defy the Storm, justement, hormis le contenant du bouquin, la cover était excellente. Vous avez tous les beau. C'était super. Et là, c'est vrai qu'on aurait peut-être aimé quelque chose. J'ai l'impression qu'on revient dans nos critiques des comics quand ils te mettent la couverture du tome qui ressemble à chacun des tomes. C'est un peu dommage de ne pas partir dans d'autres trucs un peu plus expérimentaux. D'autant que pour moi, Path of Deceit et Vengeance, c'est 2 des covers les plus jolis, c'est clair. Toute cover confondue. Oui, je les ai pas ici, là, mais ceux de la phase 2. Ouais. C'était magnifique et c'était un peu distinct et ça voulait tout dire, tu vois. Là, c'est vrai que j'aurais espéré quelque chose d'un peu plus différent, mais bon, c'est pas grave. Big up quand même à Corey Brickley, c'est quand même très très joli. La narratrice, c'est marrant. Alors, on revient sur la narratrice, mais alors c'est Amberly Connor. Et c'est marrant parce que moi j'avais noté que malgré l'absence de musique et de fond sonore, je trouve qu'elle fait un très très bon travail. Alors c'est un peu à l'opposé de ce que toi t'as pensé. Ah ouais, écoute, je saurais pas dire, parce que je reprocherais pas, c'est exactement ce que tu as dit, Jean, je le reprocherais pas à la narratrice, c'est à la production. Vraiment, là, zéro transition entre les endroits, groupes et choses qu'on suit. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, ok. Ça me Parce revient. que, tu sais, à l'intérieur, tu sais, je sais pas si je pourrais avoir un exemple ici, là, dans le un chapitre, en fait. Ça, tu parles dans le même chapitre, il y a plusieurs... Oui, c'est ça. Dans le même chapitre, vous comprenez qu'à l'écrit, on voit une transition. Puis dans certains autres audiobooks ou audiodramas, c'est ça, il y a une vraie transition qui est dit, comme quoi on change d'endroit, ou juste ne serait-ce qu'un effet sonore. Quelque chose qui nous fait comprendre que là, c'est la fin de ce bout de chapitre-là. Là, il n'y a rien. Fait que c'est vraiment une pause de 2 minutes, comme quelqu'un qui réfléchirait à ce qu'il va dire. Puis là, whoop! Puis là, je dis 2 minutes, mais on est loin de ça, de quelques secondes, gros max. Et là, on tombe sur d'autres personnages. Alors, les gars, je trouve que dans les multiples romans jeunes adultes qui ont un audiobook, simple, là, juste un narrateur, tout du long, sans aucun effet sonore, j'ai trouvé que c'était le pire à suivre, là. Parce que, c'est loin d'être le premier, là. On avait eu ça avec Out of the Shadow dès la première phase, en tout cas. De Justina Ireland, déjà. Mais voilà, tu me rappelles une critique que je voulais faire au bouquin et que j'ai complètement zappé, là, tu me le rappelles en direct. Là, je trouve que c'est plus la faute à Claudia Gray, qui structure plutôt bancalement, je trouve, ces chapitres où, justement, t'en parles. T'as un chapitre où t'as 3 unités de lieu dans le même chapitre. Et j'aurais préféré qu'elle regroupe des unités de lieu en chapitres, justement, quitte à faire comme parfois ils font, c'est nous présenter le lieu en début de chapitre. Mais ce qui aurait fait redondant peut-être sur la fin, parce qu'on est souvent sur la même planète, tu le disais, Philippe. Mais c'est vrai que par moment, elle passe à le groupe sur une telle planète, à l'autre groupe sur notre planète, à, je sais pas, les Nahil sur notre planète. Et effectivement, en audio, c'est pas compliqué, mais c'est chiant, quoi. C'est chiant. Après,
Je trouve que c'est très valable sur la première partie du bouquin. Et dès qu'ils arrivent sur la planète principale, après, tu perds en fait C'est ça vrai. parce que finalement, ils Ouais. sont toujours finalement sur cette planète-là jusqu'à la fin. Il y a moins de groupes en fait disparates. Et c'est marrant, moi, ça m'a pas gêné en fait, Francis. Je l'ai écouté, enfin, Ah je ouais? l'ai lu et je l'ai écouté et j'ai pas eu de. Enfin voilà, ça m'a pas perturbé. Je crois que c'est Defy the Storm. J'ai eu beaucoup de mal je crois que c'est la même narratrice en fait. Et là, pour le coup, ça a switché en fait d'un endroit à un autre tout le temps en fait. Et Hmm. là, pas de souci en fait. Donc, comme Ouais. quoi. Bon, d'accord. On va conseiller aux gens d'attendre la traduction, d'acheter la version Pocket en physique, plus que l'audiobook en anglais. Bon, en tout cas, tu l'as dit, Philippe, mais c'est la même narratrice que sur Tears of the Nameless et Defy the Storm. Ouais. Et je trouve que, bah, tu vois, moi, je trouve qu'elle fait très très bien les voix, même masculines. Il n'y a pas de Oui. problème à ce niveau-là. Souvent des jeunes hommes, on l'a dit, hein, les narratrices sont quand même douées pour faire les jeunes hommes comme Emery, tout ça, quoi. Là, alors, pour aller plus dans le fond, c'est bien, on a fait un peu la forme. Très très cool de retrouver déjà les persos principaux qui ont été choisis pour ce bouquin. Alors, on sait qu'il y a Rhys Silas, vu qu'il est sur la couverture. C'est un peu le grand héros de ce livre-là, encore une fois. Et je dois avouer que ben, pour moi, c'est un de mes personnages de la haute public que je préfère le plus, Ben, quoi. c'est le Donc, personnage. On peut peut-être en profiter, Jean, je te coupe, mais vas-y. ça mérite une remise en contexte. Justement, je sais Lucille, apparemment, est une fidèle auditrice de nos émissions. Donc, on va passer un message. Je comprends tout à fait le marketing récent chez Pocket de dire, bon, voyons, le personnage de Justin Ireland, de Wayseeker, Vernestra. 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 Et là, ça disait, il n'y a pas juste Vernestra sur une publication de Pocket, là, il n'y a pas juste Vernestra comme grande vedette des romans jeunes adultes, il y a Reed Silas. Mais en fait, Vernestra, c'est un personnage, à la limite, quasiment plus des romans vraiment jeunesse chez Bibliothèque Verte. Le héros de tous les. Tu sais, le fil conducteur de tous les romans jeunes adultes, donc en tout cas, sauf la phase 2, évidemment, là, vous comprendrez qu'on était 150 ans dans le passé. Mais donc, des 3 premiers de la phase 1 et des 3 de la phase 3, c'est Reed Silas. Ouais. C'est le personnage qu'on suit depuis le début. Donc, puis on l'a même eu un petit peu dans des BD, là, mais on s'entend que c'était principalement dans les romans jeunes adultes. Ouais. Fait que là, écoute, pour moi, c'est. Puis, parce que là, je ne sais plus si on. Ouais, je l'ai dit vite, mais c'est le dernier. Vous comprenez Oui, que c'est la conclusion des romans jeunes adultes de la Haute République. Là. Il n'y en aura pas d'autres après. Là. Voilà, donc ça serait éventuellement la dernière fois qu'on verra Rhys Silas, et c'est bien dommage parce que c'est encore une fois un super personnage. Perso, ouais. On va pas spoiler dans les noms, mais il y a 2 autres personnages. Il y a un héros et un antagoniste, on va dire, qu'on n'avait pas revu depuis très longtemps, presque depuis Into the Dark d'ailleurs, de la même Claudia Gray. Donc ça fait plaisir de revoir ces 2 persos-là. Je pense que vous savez de qui je parle. Enfin, plus un que l'autre, on va dire. Plus l'antagoniste que l'autre héros qui n'était pas là depuis Into the Dark, qui apparaît ici, mais bon, qui n'a pas trop. Nommer les personnages, à la limite, je trouve pas qu'il y a bien de spoilers à avoir dans le fait de nommer les personnages ici. Il n'y a pas de grosses révélations à la fin là, où tout à coup tel personnage est vivant. Donc on peut ou on peut pas, là, j'hésite parce que tu peux nommer. Là. Déjà, je l'ai montré à ceux qui nous regardent en vidéo, j'ai montré, c'est le retour de Dez. Qui était un personnage dans Into the Dark, qui était parti faire le vœu de barrage, là, en français, le barrage vol, et qui est de retour. Donc, c'est vraiment, tu sais, ça revient à ce que Philippe disait tout à l'heure. C'est non seulement Claudia Gray vient rapper, là, vient ramener tout ce qu'elle avait introduit dans Into the Dark et dans d'autres romans après, mais aussi plein de personnages, par exemple, de Justin Ireland, autant héros que vilains. Donc, c'est vraiment, là, comme tu disais, Philippe, on sent qu'il y a un côté très, très là, rassemblement final. Là, c'est un roman choral, quoi. Ouais. Mais qu'à la fin, quand tu te poses la question, de la manière que tu la posais tout à l'heure, Philippe, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est une vraie conclusion? Est-ce qu'on. Je comprends ton sentiment de comment dire, c'est pas complet, là. C'est pas complètement final, ou en tout cas qui en ont gardé pour le prochain roman là, qui arrive de Charles Soule. Il va y avoir du boulot, Charles Soule. 800 pages de roman. Ouais. C'est là qu'il va falloir sortir la fameuse carte de bingo de Seb là, sur qui survit. Là, puis, c'est ça. Ouais, tu l'as nommé, donc c'est Dez qui revient, donc ça fait plaisir. Même si voilà, il n'y a pas vraiment
plus d'importance que ça dans ce récit-là. Moi, c'est Nan, donc maintenant qu'on peut nommer les... c'est Nan qui revient, et Nan, par contre, elle, c'est excellent. On en parlera en spoil, mais j'ai adoré tout ce que Claudia Gray raconte sur elle. Les relations avec les différents persos et tout, dont Reef, on savait qu'il y avait une petite romance viteuf, on en parlera plus tard, mais il y a quelque chose entre les deux, et ça m'a fait plaisir. Par contre, voilà, je dois avouer que ce nouveau récit de Claudia Gray, tu connais, hein, je lis 2 fois les romans, une fois pour bien me mettre dans le truc et l'autre pour plus analyser le texte. Là, la deuxième fois, elle a été dure à relancer. Je voulais pas du tout relancer le bouquin tellement il m'a un peu fait chier sur la première lecture. Et la deuxième écoute a été longue. Je voulais pas. Franchement, à chaque fois qu'il fallait que je rattaque, donc ça donne un indice sur un peu mon ressenti final sur ce bouquin. Alors que tu vois, Reign of the Empire qu'on a fait juste avant, dès la fin du dernier chapitre, j'ai envie de me le remettre tellement c'était. Donc c'est dommage. Je trouve que partage ton avis sur l'aspect. En tout cas, le manque de motivation, je l'aurais pas relu tout de suite après. Ouais, non, mais il est pas assez motivant pour ça en tout cas. Contrairement à beaucoup d'autres œuvres de la Haute République, encore une fois. Je trouve qu'en fait, là, Claudia Gray, elle utilise beaucoup trop de raccourcis scénaristiques. Là, j'ai fait une liste de tous les raccourcis qu'elle fait, de remplissage, de passages fill-in, pareil. Il y a énormément de Deus Ex Machina, de MacGuffin en pagaille. Ça m'a fait penser à l'épisode 9 un petit peu, tu vois, la mauvaise utilisation des MacGuffin, tu vois. C'est vraiment l'épisode 9 en toute sa splendeur, quoi. Donc, alors, parfois ça marche le MacGuffin, tu vois, t'as Indiana Jones, je sais pas, Seigneur des Anneaux, tout ça. Mais intéressant, j'avais pas fait attention à ça. Écoute, je vais être curieux, on détaillera un peu plus en partie spoilers. Okay. Et t'as quelques fins de chapitre qui sont les mêmes avec marqué les attaques. Enfin, je sais pas si on peut spoil ou pas, donc voilà. Ils sont sur la couverture, donc moi j'allais en parler là. Les Drengir attaquent, en fait, t'as 3-4 chapitres qui finissent exactement de la même manière, en fait. Ouais, voilà. Un peu lazy, là, Claudia Gray, elle a dû être pressée pour conclure, peut-être. Et tu parlais des Drengir. Alors, ce qui est un peu frustrant, c'est que déjà, on pensait la menace un peu réglée en phase 1, d'autant que le Blight vient un peu prendre la place, les Nameless et le Blight, hein, de la phase 3 en tant que menace principale et tout, là. Et là, alors déjà, ils nous les ont déjà ramenés dans 2 audiobooks Audible exclusives, là, jeunesse. C'est 2 petits audiobooks de 4h30 encore, qui sont sortis exclusivement sur Audible. Que personne ne va lire, ni écouter. Et c'est là, donc là, je le dis maintenant, donc c'est dans ces 2 bouquins-là qu'on explique de façon très maladroite comment les Drengir survivent à la chute de l'étoile et reviennent en tant que menace face aux Jedi. Je trouve ça un peu redondant parce que c'était une menace, on aime, on n'aime pas en phase 1, mais voilà, elle était là et elle était conclue en fin de phase 1. Et la ramener ici, moi, ça m'a fait encore l'effet oh putain, encore eux, quoi. Donc, un peu chiant, quoi. On les a eu dans le précédent roman adulte, si je dis pas de bêtises, les Drengir. Alors, rappelle-moi le nom. Avec Mark Unrow à la fin, là, Temptation, ouais. Peut-être dans Temptation. Ouais. Si, à la fin, tu as une grosse baston avec Marken, les Drengir et tout ça. Il les a. Avec Gernastra qui se bat contre Marken, etc. Donc, tu as les Drengir en fait, qui sont là. Ils ont même été modifiés, non, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, d'accord, j'avais complètement zappé, tu vois. Moi, j'étais plus dans le Blight. Je me rappelle du Blight, que Marshall marche dans le Blight, mais je me rappelle plus qu'il était accompagné de Drengir. Bref. En tout cas, ça me fait un peu chier de les revoir quand même. Parce que... et c'est Moi, je vais te contredire ici tout de suite. On va lancer le débat. Tu vois, les Drengir, je trouvais qu'ils avaient été éliminés beaucoup trop facilement dans la phase 1, dans les BD de chez Marvel. Donc, voilà, je trouvais ça intéressant, d'autant que c'est Claudia Gray qui nous avait amené ces personnages-là dans son introduction à la Haute République. Donc, je trouvais bien quand même de les ramener. Reste à voir si ça va être une vraie conclusion cette fois-ci. Voilà. Et tu parles de conclusion, justement, un gros point négatif de ce bouquin-là, c'est que, voilà, tu le disais, c'est le dernier young adulte de tout le cycle à la Haute République, et tu t'attends à un final plus marquant, plus épique, quoi, et là, ça finit un peu en mode ta gueule, c'est magique, quoi, et ça finit comme ça, et ça tombe un peu à plat, en fait. C'était trop facile, tout ça pour ça, encore une fois, à la fin du bouquin, donc bon. Il y a un côté, quand même, on va pas le divulgacher, mais il y a un côté dramatique à cette fin-là. Ouais, vite fait, quand même. Ouais, exact. Ça manque, tu parlais de Light of the Jedi et de ces innombrables morts, moi ça manque de kill count, encore une fois, je le répète à chaque fois, mais il n'y a pas assez de morts. C'est exactement ce que je me suis dit aussi. J'ai l'impression, par contre, c'est un choix de Claudia Gray.
Bref, on y reviendra à partir spoilers. Écoute, dans ce que tu n'as pas dit, excuse-moi, Jean, est-ce que tu avais autre chose à ajouter? Ouais, j'ai pas mal de défauts, je t'avoue que je suis un peu négatif OK. sur ce bouquin-là. J'imagine qu'il faut mentionner, là, je l'ai lu en ligne, donnons le crédit, là, parce que c'est pas moi la première écoute, là, en plus que je suis souvent distrait parce que je fais autre chose en même temps. C'est pas moi qui m'en ai aperçu, mais il y a des contradictions. Il y a plusieurs contradictions au niveau chronologie et continuité, trucs comme ça. Rien de majeur, à mon avis, d'après ceux que j'ai lus, là. Mais c'est là que tu te demandes, mais le groupe, le fameux, comment ça s'appelle, le Story Group chez Lucasfilm, fout quoi? C'est ça, votre job, c'est ça. Ça. Je comprends pas pourquoi ils se réunissent pas. Et puis, tu vois, que les fans arrivent à les trouver, ces problèmes de continuité. Pourquoi eux, je sais pas, à plusieurs têtes, ils n'arrivent pas à corriger ça, quoi. Bref, Ouais, pour rappel, ils sont payés temps plein, tu sais, alors que les fans, c'est pas le cas. Ils sont payés en plus. Ou alors ils embauchent les fans comme ils embauchaient la 501e pour Andorre, et puis voilà, quoi. S'ils ont besoin d'aide pour la conduite. Bref, bon, on en parlera en spoiler. Un truc qui m'a fait halluciner aussi, c'est que le gros de l'intrigue principale, donc sur la fameuse planète, elle arrive qu'à 1/3 de la fin du livre. Et c'est beaucoup trop tard, quoi. Les 2 premiers tiers, c'est de la parlotte, c'est de la parlotte. Alors oui, on développe les personnages, les relations, tout ça, mais tu as l'impression que ça avance pas, quoi. Et je reprends ton ressenti, Philippe. Ça avançait pas, ça faisait vraiment feeling, ça parle. Ouais, ben tu te souviens, Jean, on s'en est parlé, je l'avais pas fini, j'étais peut-être justement aux 2/3, puis je me disais, mais quand est-ce que ça va démarrer? Là? Mais je comprenais pas du tout où est-ce qu'on s'en allait dans ce roman-là, puis j'étais quand même déjà, c'est ça, au moins aux 2/3. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors, j'ai pas réagi à ça parce que tu sais que j'aime bien qu'on en discute en émission, et voilà, c'est exactement mon ressentiment. C'était un peu long à démarrer. Le cliquant, donc ça s'est fait pas assez, quoi. Alors, il y a quelques morts, mais je trouve pas assez marquantes, pas assez. Moi, j'aime beaucoup. Je suis quelqu'un de très empathique, tu vois, très émotionnel, et, et ça va peut-être faire rigoler certains, mais quand il y a des morts, justement, je trouve que ça apporte quelque chose, tu vois, au bouquin. Et on l'a dit dans Light of the Jedi, quand même, il y a des personnages que tu connaissais ni d'Ève ni d'Adam, et enfin, je sais pas, tu ressens quelque chose pour leur disparition, quoi. Là, il y a quelques morts, et même une mort plus ou moins marquante sur la fin. J'étais là, mais c'est bizarre de rien ressentir, quoi. Pourtant, c'est un personnage que j'apprécie, au demeurant. Ouais. Mais ça va faire débat. Ta phrase de plus ou moins importante, là, ou plus ou moins, ça va faire débat chez certains. Mais je suis d'accord avec toi que là, les autres, tu sais, on entend qu'il y en a qui décèdent, mais c'est ça, c'est des personnages qu'on connaît pas, ou tu sais, je veux dire, des troupes génériques. Ouais, on s'en fout un peu, en fait. Il se passe ça, bon, ok. Et ce qui est dommage, parce qu'un autre défaut du bouquin, et voilà, qui aurait pu contrebalancer avec le fait qu'il n'y ait pas assez de kill count, c'est qu'on suit un groupe de personnages. Alors, on a l'habitude pour les young adultes, on suit un groupe de personnages dans un lieu, une unité de temps, de lieu et de temps plutôt restreint, une seule planète ou deux, quoi. Alors que voilà, les adultes, c'est plus dispatché sur la galaxie. Là, c'est encore le cas, mais par contre, le groupe de personnages qu'on suit, là, tu verras en résumé spoiler, mais ils sont moins de 40, je sais que j'exagère, mais c'est un énorme groupe avec tous les personnages de Justin Ireland, tous les personnages de Claudia Gray, et ça te fait un groupe énorme avec donc des personnages qui n'ont pas assez de temps d'écran, entre guillemets, temps de ligne, quoi. Et je trouve ça dommage, tu vois, Daz, on en parlait, des Raiden, il est là, mais on s'en branle. La fille Staros, elle est là, elle fait ses recherches, mais on s'en branle. On a les deux Wookiees qui sont là, Brouyaga et Kelnaka, les deux. C'est bien, mais alors déjà, moi je trouve que Kelnaka, c'est un peu. Dans la série, ils auraient dû, c'est mon opinion, mais ils auraient dû utiliser le personnage de Brouyaga au lieu de créer notre Wookiee Jedi. Mais bon, là, voilà, on a les deux dans ce bouquin-là, mais je trouve que ça fait redite, quoi. Le fait d'en avoir deux, ça change rien au fait qu'en fait, ni l'un ni l'autre n'a de l'importance dans ce roman, alors que un minimum, parce qu'ils sont sur une planète qui confectionne. Bref, je trouve qu'il y a trop de personnages, et c'est la première fois que je vois autant de personnages quand ils commencent à faire leur petit groupe. Je me suis fait la réflexion que dans justement la chute de l'étoile, c'était assez volumineux aussi, une quantité de personnages énorme, mais j'ai l'impression que ça se tenait quand même un petit peu mieux. Je ne sais pas pourquoi. Je suis d'accord avec toi ici. Vers la fin, c'est moins pire. Mais effectivement, là, quand on t'introduit encore des personnages aux 2/3 du roman, tu fais OK. Bon. Ça, tous les personnages réintroduit, des personnages qu'on connaît déjà d'autres œuvres.
Puis encore là, tu sais, ceux qui ne lisent que les romans, qui ne lisent pas les comics, les BD ou les trucs jeunesse, ou etc. Ah Tu sais, oui. je pense à la vilaine principale, que c'est pas un spoil vraiment de la T'es nommer, paumé là, si tu lis pas le reste, oui. le c'est sûr. docteur Comme Mkampa. ça. Macampa, ouais. C'est un personnage introduit dans un roman jeunesse, là, Mission to Disaster, de Justin Ireland, donc chez Bibliothèque Verte, autrement dit. Qui n'est que 2 bouquins. Hein. Elle était présente que sur 2 bouquins, sur toute la Haute République, donc effectivement. Ouais, fait que Mais Boulan a été capturé, alors ils ont plus de Ouais. scientifiques disponibles en et fait tu sens chez les que Naïls. tu sens que c'est le même rôle. Hein, tu sens OK, mais pareil. ça pourrait très bien être le baron Boulan. C'est exactement le même personnage, on va dire. C'est Boulan C'est pour cool. les jeunes. Ouais, c'est cool. Mais là, c'est une copier-coller, femme quoi. humaine cyborg au lieu d'être un comment on s'appelle Un un Nitorien. Nitorien. Ils n'ont rien, ouais. Mais voilà, arrêtez, tu me fais penser à un autre défaut, c'est que voilà, il y a tellement de personnages que tu en as qui sont même présentés, qui sont nommés, qui ont même un petit background qui va être révélé en début de chapitre. Il va te faire une petite partie de l'aventure, enfin, une petite partie du bouquin, et puis tu n'entendras plus parler de ce personnage après. Alors, soit il se fait tuer, soit il fait autre chose, mais j'ai pas compris tous ces passages en parlant en partie spoiler. Encore une fois, j'ai plein d'exemples. On va finir sur un peu les points un peu positifs, parce qu'au final, le livre, bon, vous l'avez compris, il m'a pas emporté plus que les précédents, mais je me suis quand même pas fait chier non plus, tu vois. On retrouve donc le personnage d'Azlyn Rel, le personnage de la phase 3, je dirais, qui est quand même présent et qui est bien présent, et tous ces passages, j'ai adoré. Nan, on l'a dit, apparu dans Into the Dark, qui est un personnage que j'apprécie beaucoup. Qu'est-ce que j'ai noté en personnage? Reese, effectivement. Ouais, c'est plutôt là, voilà, ça fait du comment? C'est au cas par cas, en fait. Tu vois, les personnages, on mentionne Arkoff. Ouais, écoute, dans ceux que tu n'as pas nommés, il y a Amadeo Azazo, Zazo, ouais. personnage que j'aime bien, qui est présent pas mal. On a le retour de Comac Victus. Ouais, là c'était pas mal, qui explore encore un peu la relation avec Reese. Mais tu Ouais, vois, donc Azazo, ça il devient sera... redondant un petit peu, là, par contre, là, je suis ton maître, je suis plus ton maître. Et il n'est pas vraiment Jedi, il sait plus, il Ouais, se c'est ça. cherche. Qui on n'a pas mentionné? Tu as mentionné avant Star. Ben, il y a tout l'équipage du vaisseau, donc Afiolo, ensuite Léox Viali et le bloc de granit, là, Géode, ou de. Qu'est-ce que je dis de granit? Le bloc de Géode. Ensuite, on a la maman d'Avon Staros qui est un peu présente quand même, Gira Staros. March Rowe est présent, mais très, très, très rapidement, là, dans le fond, pour confier la mission à Nan. Mais justement, Francis, si j'ai un point positif, moi par contre, j'ai bien aimé les passages justement entre Gira et Markion. Je trouve que Markion vit très bien sa dépression en fait, et ça amorce bien la conclusion qu'on va avoir. Et j'ai trouvé que les passages entre les deux étaient très très intéressants. On creuse encore le côté de moi j'ai envie que tu sois un gouverneur, et l'autre j'ai juste envie de foutre le bordel et de me laisser m'éclater comme un ado dans ma chambre en fait, tranquillement. Ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. C'est vrai que les relations entre les deux étaient pas mal, mais moi, tu vois, ce que j'ai peur, c'est que là, Claudia Gray, elle commence à... Enfin, j'ai l'impression qu'elle tease un petit peu la façon dont... Et j'ai peur que les Nihil finissent comme ça, en mode... comment s'appelle ce film là, enfin, le bouquin, La Guerre des Mondes, voilà, en mode La Guerre des Mondes, où les Nihil vont... Alors là, c'est l'assomption totale, hein, c'est pas du tout un spoiler, rien du tout, mais j'ai peur qu'ils crèvent de l'intérieur, en fait. Et là, t'as l'impression que ça commence un petit peu dans ce bouquin-là, que Mark Andrew, il a un peu rien à branler, que ces Nihil, ils font un petit peu ce qu'ils veulent, que certains commencent à déserter, et tu dis que, ah non, mais non, si les Nihil perdent parce que de l'intérieur, ils se font c'est nul. Ça va être un peu naze. Or, j'espère que Soul ne va pas. On dira tout ça pour ça. Ouais, voilà. Donc non, on espère quand même une grosse baston bien épique à la bataille de Pelennor, quand même, tu vois, un gros truc bien dégueulasse. Mais on verra. Ça fait peur. Il est en bore-out total, quoi. Ouais, c'est ça. Encore une fois, tu as bien fait de le souligner. Sa relation avec Gira, c'était pas mal. Gira, tu l'as dit, Francis, elle est pas souvent là, mais elle a aussi des coups de téléphone avec sa fille, et j'aime beaucoup la relation entre les deux, la mère-fille, c'est très intéressant aussi. Donc il y a quand même du bon, tu vois. C'est quand même. Il y a de l'importance dans ce bouquin d'ailleurs. Ouais, voilà. Donc les personnages, c'est vraiment le point fort de ce bouquin-là, mais tout ce qui se passe, toutes leurs aventures, c'est un peu dispensable, effectivement. Voilà, Francis, désolé de la longueur de la vie. Ça va, écoute, de mon côté, ça va être rapide parce que vous avez déjà mentionné beaucoup de choses, et puis il y a quand même peut-être un débat ce soir, mais sur des points de détail, comme on a mentionné tout à l'heure. Au final, globalement, je pense que ça ne sera pas notre préféré.
Je vais te dire, c'est comme tu disais, Jean, moi, c'est ça, il y a un côté long et tu te demandes où est-ce qu'on s'en va, mais on continue de rassembler une équipe. On est rendu à plus de la moitié du roman. C'est intéressant, des personnages intéressants. Tu sais, il y a des vedettes, on se cachera pas. Moi, je trouve que c'est un rassemblement de vedettes style Avenger, là, Infinity War. Là. Tu sais, entre Reed Silas, l'espionne qu'on aimait beaucoup du côté des Nihil, Nan, Aslin, qui est devenue, écoute, notre Jedi déchu favori, là, ceux qui n'auraient pas suivi, c'est lui qui s'est arraché les yeux à cause des visions des Nameless, puis qui est tombé dans le côté obscur, mais qui continue de collaborer avec les Jedi. C'est carrément Yoda qui est allé le chercher. En tout cas, tu sais, en termes de personnage avec du potentiel, là, vraiment, lui, il est bon, lui. Phénoménal. Même le petit jeune Amadeo, moi, je l'ai quand même bien aimé là, comme personnage jeunesse, là, Padawan, tout ça. Même dans tout cas, parce que je ne me rappelle pas qu'il y ait grand chose à faire ici, en fait. Je sais pas. Il est présent tout le long, mais ouais, à petite. Entre autres, dans la relation, parce que là, on a quasiment l'impression que Comac va devenir le maître d'Amadeo. Et puis là, c'est la relation avec Reed, qui se sent encore abandonné par Comac. Ça reste redondant, par exemple, parce qu'on a eu ça déjà dans les romans précédents. Oui, surtout Comac, on le rappelle, il a quitté l'ordre dans le roman précédent, donc techniquement. Ouais. Puis bon, écoute, ça se passe sur Kashyyyk, donc d'avoir Kelnaka et Buriaga fait quand même du sens. Je pensais qu'on n'allait pas avoir Kelnaka, fait que finalement, bon, je suis quand même content qu'on l'ait. Ah bon, on spoil un petit peu le... Bon, c'est pas un spoil non plus de dire que c'est sur Kashyyyk, je sais pas. Écoute, bon. C'est le Wookiee, la Francis. Ouais, c'est ça. Alors ça, gros point positif, c'est le côté Kashyyyk et l'exploration de la culture Wookiee, ça c'était intéressant. Voilà. C'est pas mal. Fait que voilà, pour moi, ça va faire le tour, là, c'est ça sera vraiment pas mon préféré. C'est ça, pour moi, c'est dans les plus faibles de Claudia Gray. Ça demeure quand même une bonne autrice, c'est bien écrit, etc. Mais en fait, ce qui m'a surpris, c'est de lire, en rassemblant, par exemple, les images puis les informations sur le roman, tout ça, de lire des critiques, mais dithyrambiques. Vraiment, il y en a pour qui c'est le meilleur roman de la Haute République. Ah oui, je suis pas allé voir ça, moi. Ah non. Je me suis vraiment gratté la tête, là, le meilleur roman de la Haute République, écoute. Écoute, même le gars de Star Wars Explained, qui est très dithyrambique, limite plus que nous, il a un peu un avis mitigé sur celui-là. Donc, ouais? Fait que bref, si je vous demandais de donner une note sur 20, messieurs, à Into the Light. Ah, vas-y, Philippe? Moi, je dirais 12. Ouais, 11-12. Ouais. Et t'as mis combien sur les précédents? Sur Defy et Tears? Je sais plus. On aurait dû regarder avant. Mais je crois que Tears, tu l'avais beaucoup aimé. Enfin, on avait les deux. Tears, j'ai adoré. Attends, je dois avoir ça proche. T'avais mis 17 sur 20. Philippe, aux larmes descendant. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. Et 10 sur 20, par contre, à Defy the Storm. Ouais, mais c'est mieux que Defy the Storm, tu vois. 12, tu vois, comme ça. Voilà. D'accord. Ah bah tu vois, je mettrais quand même Defy au-dessus de celui-là. Je crois que j'avais mis un petit 15 à Defy, mais un 18 à Tears. Là, je vais te rejoindre, Francis. Pour moi, c'est le moins bon des Claudia Gray. Ça y est, elle est passée en dessous de Master and Apprentice, qui avait déjà un bon petit 15 sur 20. Voilà, j'ai pas envie d'être méchant non plus, parce qu'encore une fois, c'était pas nul. C'est pas le roman Jedi Battlescar, là. Celui-là, c'était vraiment affreux, quoi. Non, on n'est pas à ce point-là. C'est juste un peu ennuyant, quoi. Mais l'aventure en elle-même, c'est un peu comme le jeunesse, quoi. C'est une bonne petite aventure. Le public visé, je pense qu'ils vont bien kiffer. Les messages sont là. L'écriture est là. Donc, moi, je le mets à 14, quoi. À 14 sur 20. Mais ça reste le plus mauvais des Claudia Gray, quoi. Ben, écoute, je suis exactement sur la même note que toi. Puis, moi, de mon côté, dans mon classement, ça me donne exactement la même note que j'avais donnée à Maître et Apprenti et à Lien du sang, donc Bloodline, de Claudia Gray. Là, évidemment, vous comprendrez qu'on compare avec les autres de la même auteur. Puis pour ce qui est de la Haute République, ben écoute, c'est la même note que j'avais donnée aussi à Out of the Shadow. Fait que souvent, c'est ça va être des raisons différentes, mais il y a quand même plein de points positifs. On va en parler un peu plus en partie spoilers, mais des choses que j'ai trouvées. Ah oui, c'est le fun d'explorer ça, ou c'est bien d'avoir ce volet-là ou ce personnage-là, ou etc. Mais il y a un petit côté décevant que ce soit pas une conclusion plus que ça. Après, à quel point, quand on va lire le dernier, le Trial of the Jedi, fin juin,
bon, ben, est-ce que ça va venir expliquer pourquoi la vraie conclusion de plein de personnages puis de certaines intrigues sont pas dans Into the Light? Tu sais, c'est ça, là. C'est comme il y a encore des champs ouverts, là, tu sais, Ou est-ce que moi, quand je lis une pure conclusion, surtout d'une saga qui dure depuis 5 ans, hein, si je ne me trompe pas, La Haute République, c'est 5 ans de roman, hein, ben, je m'attends à ce qu'on ferme quand même quelques portes. Oui, c'est ça. C'est comme disait Philippe, quoi. C'est marrant, les 2 bouquins, là, Valiant Vow et celui-là, qui sont censés être des conclusions de chacun de leur gamme, c'est 2 conclusions décevantes, quoi. Ça conclut pas. Alors, est-ce que notre avis sera changé après la lecture du dernier? Je sais que certains auditeurs, pour rester là-dessus, je sais que certains auditeurs peuvent avoir du mal à comprendre quand on parle de ce volet-là, tu sais, que c'est les romans jeunes adultes versus les romans adultes, d'autant qu'en français, ça sort tout chez Pocket sous le même format. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. C'est que c'est des intrigues distinctes avec des personnes. Tu sais, ça focus pas sur les mêmes personnages exactement. Des fois, il y en a qui traversent d'un bord de l'autre, là. Mais tu sais, ça reste que tu as les romans adultes, tu as les romans jeunes adultes, tu as les romans jeunesse. Donc, il me semble que la conclusion de l'intrigue mettons, des 3 romans jeunesse n'a pas d'affaire dans celui adulte. Je veux dire, parce que les jeunes, ils ne liront pas l'adulte et vice-versa. Donc, voilà. Bref, c'est mon petit côté, là. C'est bien, en fait. Moi, je suis bien content que Pocket les sorte là, tous au même format. Mais c'est pas... Oui, des fois, c'est une suite. Puis même encore, hein, des fois, ils se passent en même temps ou même l'ordre de sortie. Je pense que c'était Midnight Horizon. On trouvait que c'était très spécial que ça sorte après la chute de l'étoile, Horizon Funèbre. Donc, il y avait un côté là, interchangeable en termes de chronologie entre les deux. Fait que bref, c'était la petite minute là, sur les 2 formats. Puis dernier point que je veux mentionner avant de partir en spoilers. Tu sais, des fois, les romans jeunes adultes, il y a un côté très développement justement d'un jeune adulte, tu sais, du passage de c'est ça, plus jeunesse vers la maturité de l'âge adulte. Tu sais, même Étoile perdue, c'était ça, là, tu sais, mais ici, je ne l'ai pas senti si prononcé. J'ai trouvé qu'on focusait quand même beaucoup plus sur intrigue générale de la Haute République, tu sais, les Nihil, les Drengir, le Blight, etc. Puis de fermer tout ça, évidemment, il y a Reed Silas, mais tu sais, là, ça fait 2 ou 3 ans là, déjà qu'il est plus padawan, qui est adulte, etc. Tu sais, ce volet-là de développement de jeunes qui devient adulte, je l'ai moins senti ici. Ben, t'as toujours... Des fois, il y en a que ça les inquiète un peu. Là. Tu l'avais vachement plus en Tears of the Nameless, en fait. Ouais. Il reste quand même plein de jeunes protagonistes, quand même, tu vois. Ouais, avec Amadeo, entre autres. Là. Mais qu'on verra plus. Donc, il se développe pas. Reste à voir ce que Charles Soule va faire avec tout ça. Voilà, messieurs, je vous propose de partir en partie spoilers. Allez, c'est parti! Donc, vous aurez été avertis. Là, on ne fera plus du tout attention pour nommer vraiment les intrigues. On va même vous la résumer, l'histoire de ce roman-là. Mais comme je vous le disais, bon, entre comme moi, je vous le dis, avant de rejoindre l'équipe de Star Wars en direct, il y a de ça plusieurs lunes, j'écoutais les émissions, puis de toute façon, quand j'étais rendu à lire le roman en français, je me souvenais plus des spoilers. Ça gâchait pas ma lecture. Fait que je vous invite quand même à rester avec nous, sinon à revenir quand vous aurez lu la version française que on va supposer va s'intituler quelque chose comme en pleine lumière. Ouais, quelque chose comme ça. Même si là, il y a peut-être une mort sur la fin qui vous marquera, peut-être, que vous en rappelez. Est-ce vraiment une mort? Est-ce vraiment une mort? Le début d'une nouvelle. Du point de vue de Claudia Gray, oui. Ah oui? Jean, est-ce que tu peux nous faire le résumé de ce roman-là en moins de 10 heures, si possible? Ouais, même en moins de 10 minutes, parce que je l'ai chronométré, et puis c'est un résumé relativement rapide. Alors, il faudra m'excuser pour les anglicismes. Encore une fois, je le rappelle, je suis vraiment désolé, parce que ça sort comme ça, et que je vais essayer quand même de parler le maximum en français. Par contre, il y aura des termes, notamment sur la fin du récit, qui n'ont pas encore eu de... Alors, j'ai demandé directement à Lucie, il n'y a pas encore les termes traduits, donc on va les traduire un petit peu Google Trad, en version littérale, on va dire. Je ne sais pas si ce sera le terme officiel, on vous préviendra en tout cas. On est parti ? On est parti. Interrompez-moi si vous voulez.
Donc le scroll, déjà, nous tease un peu la confrontation finale entre les Jedi et les Nihil, qui se rapprochent à grands pas. On nous rappelle encore une fois la menace Mark Andro, les Nihil, les Nameless, tout ça, le Stormwall, donc le mur d'orage, tout ça, le Blight, le fléau, qui s'étend toujours à travers la galaxie. Et justement, là, le livre nous introduit sur une lune en pleine destruction par le fléau, où beaucoup de Jedi sont sur place pour évacuer la population. Donc on est direct dans l'action avec Rhys Silas, évidemment. Ernest Raro est là aussi, on a Buriaga, on a Bel Zetifar, il y a Amber, sa chienne, il y a Maître Indara aussi, et il y a Maître Adampo, du Conseil Jedi, qui est là. On retrouve aussi Dez Raiden, qui a aussi donc, beaucoup de Jedi sur place. Dez Raiden, on l'a dit, qui était dans Into the Dark, et plus si peu, et qui avait fait vœu de Barash après sa confrontation traumatisante avec les Drengir dans Into the Dark, en pleine ténèbres. La Lune donc, est proche de la totale destruction par le fléau, et Maître Adampo va même y passer qu'un bâtiment va s'écrouler sur lui. Donc, voilà. Donc, ça commence plutôt bien, il y a une mort marquante quand même, en début de roman. Aux alentours de la Lune, on a un satellite furtif là, qui observe les événements, c'est la fameuse Dr Macampa, scientific Nihil, antagoniste dans les romans Mission to Disaster, tu l'as dit, elle était là aussi dans Defy the Storm, et qui fait toujours des recherches sur le fléau. On rappelle que Mark Andro avait proposé son aide à la République, qu'il avait supposément trouvé un remède au Blight, au fléau, mais d'après Macampa, ça c'est du bluff, il n'y a pas de remède. Et d'ailleurs, on remarque au tout début que sa loyauté envers Ro, envers les Nihil, a quelque peu changé, on ne sait pas trop là à ce moment-là. On retrouve ensuite Ghirra Starros, donc, qui note aussi le manque de gouvernance sérieuse de la part de Ro, qui fait qu'il y a des tensions au sein des Nihil, de plus en plus visibles. Elle essaie de pousser un petit peu au cul Ro, mais bon, ils se prennent le bec, puis ils s'engueulent, les deux là. Il y a un dialogue très intéressant sur la différence entre le pouvoir et l'autorité, en fait. Oui, c'est vrai. Oui, complètement. Très subtil et très intéressant. Ouais. Entre Ro et Ghirra, qui n'ont pas la même vision de la gouvernance. Complètement. C'est une façon très gentille de le dire. C'est bien écrit, c'est bien écrit. Ah non, mais elle veut fédérer un gouvernement, et lui, il veut juste diriger sa bande d'ados et destructeurs, quoi, et faire ce qu'il veut dans son coin, quoi. Il n'a pas fait ça pour s'emmerder et être Premier ministre, quoi. Président de la République fédérale. Ouais, côté anarchiste, là. Mais anarchiste jusqu'à se détruire lui-même, en fait. C'est ça qui est marrant, quoi. On ne supporte aucune forme de gouvernance, même la sienne. Moi, sur l'aspect, le roman tourne pas autour de ça, fait que je veux pas qu'on déblatère trop longtemps, mais il y a un côté République de pirates. Ça fait très là, les fameuses histoires des fameuses, je pense qu'il y en a eu 3-4, les républiques dans les Antilles de pirates, là, entre autres aux Bahamas. Donc, voilà. J'ai l'impression que ça a servi d'inspiration. C'est complètement ça, oui. Complètement. Et donc Mark Andro va appeler Nan, la fameuse espionne Nihil, une de ses Children of the Storm, des enfants de l'orage, et l'a envoyée pour une mission secrète sur Coruscant. Mission que même nous, lecteurs, ne connaissons pas à ce moment-là. Donc mystère. Les Jedi rentrent ensuite sur Coruscant. Ils sont un peu deg avec Adampo. Avec Adampo mort, ça fait maintenant un tiers du Conseil Jedi qui a été tué depuis le début du conflit contre les Nihil, quand même. La République est un peu en PLS aussi, parce que la chancelière Lina So, elle pourrait accepter l'offre d'Euro pour sauver les planètes touchées par le Blight. On retrouve vite fait le Dr Macampa à bord de son Spider Squall Cruiser. J'ai pas la traduction, là, c'est l'espèce de gros vaisseau araignée, là, qui sert à la fois de vaisseau et de labo de recherche. Macampa qui a secrètement en sa possession un holocron Sith, holocron qui la guide vers Kashyyyk, pour, à ce moment du livre, un objectif encore mystérieux, on ne sait pas trop. Ensuite, on retrouve l'équipage du vaisselle, donc tu l'avais mentionné auparavant, Francis, Affie Allo, Léox Gassi et Géode. Affie toujours à la tête de la guilde de Feu sa mère, mais qu'elle a organisée de façon bien plus bienveillante que sa maman, justement parce que sa maman utilisait des esclaves notamment. Là non, Affie, elle a remodelé sa nouvelle guilde, une guilde de transport en quelque sorte, et qui prône l'aide et la bienveillance entre tous les membres, blablabla, et qui doit aider au combat contre les Nihil, tout ça, quoi. Elle n'a plus d'esclaves, elle a des associés bénévoles. Voilà, exactement. Ouais, c'est très roman jeunesse, là, comme concept. Là. Avant, c'était les méchants capitalistes, et puis là, c'est les calinours. Ils sont tous gentils. Les bisounours, là, pour prendre la version de français. On nous réintroduit aussi donc Avon Starros, la fille de Ghirra, étudiante en sciences, qui va retrouver Rhys, et tous deux vont s'updater sur les dernières avancées concernant l'étude du Blight, du fléau.
Nan arrive sur Coruscant et après avoir fait ses courses, vite fait, là, récupérer du matos, des armes dans l'Underworld. Ouais. Ce chapitre est pas mal, ouais, tu vas en parler. Mhm. Ouais, non, mais il y avait un petit côté sympathique, là. Effectivement, Underworld, comme tu dis, là, tu sais, elle va carrément, elle cherche un vendeur d'armes, tu sais, fait que ce côté-là, j'ai trouvé qu'on construisait en fait, à ce moment-là, ben, on commence à entrevoir la mission que March Rowe y a confiée. Ouais. Et puis j'aime bien comment elle arrive à maîtriser le barman qui la prend de haut. Il dit une gamine, qu'est-ce que tu veux? Et puis elle arrive avec deux mouvements à le neutraliser. Et je pense on peut peut-être dire que les passages de Nan, ils sont tous très très bons. Quoi. Oui. Enfin, moi, je trouvais que les deux persos qui se démarquaient vraiment, Ouais. c'est Nan et Ashlyn dans ce bouquin. C'était déjà le cas aussi En pleine ténèbres. Ouais. Et Très- même chose très dans bien La chute écrite. de l'étoile aussi. Elle est très bien écrite et elle a des dialogues bien ciselés. En fait, elle fait mouche à chaque fois. Enfin, elle a de la répartie, la petite. Ah oui, un des meilleurs persos du bouquin, Ouais. c'est sûr. Ben là, elle va se rendre au temple Jedi, elle va commencer à vouloir faire exploser une grosse bombe à l'entrée du temple, mais non, en fait, ce qu'elle veut, c'était juste discuter avec Reath. Quoi. Dans Donc, une visite guidée, hein, si je me souviens bien. Oui, c'est exactement ça, elle se fond dans la masse de la visite, quoi. Et elle fout le bordel dans la visite. C'est ça. Donc, Nan va rencontrer Reath et déclarer à Reath que Mark Andro est sur le point de perdre la guerre, qu'il y a des chances que les Nihil s'autodétruisent de l'intérieur. Elle dit avoir déserté et propose son aide aux Jedi, mais voilà, vu son passé, notamment avec Reath dans Into the Dark, Reath doute de ses réelles intentions. En plus, ensuite, petit passage sur la planète Kenari, où des Drengir massacrent un groupe de personnes, donc en gros, ils les bouffent tous un par un. Et là, la Great Progenitor, la grosse Big Boss Drengir, réapparaît et décide d'amener ses fidèles sur la planète Kashyyyk, là où le Blight se propage méchamment. Mais justement, là, vous pouvez peut-être m'éclairer, là, c'est peut-être moi qui n'ai pas suivi. Est-ce que c'est la même grande Great Progenitor, là? Ou est-ce que c'est un peu comme chez les fourmis ou peu importe, là, tu sais, je veux dire, c'est la reine, quoi. C'est le successeur, là, tu sais, dans le sens que quand il n'y a plus de reine, il y en a une qui le devient, tu sais. Mais non, c'est la même, en fait, c'est la même qu'ils avaient capturée et ramenée dans la station Starlight Beacon, là, qui s'est crashée, et justement, via les 2 audibles exclusives, on apprend que le Great Progenitor a réchappé au crash et qui se retrouve dans une espèce de morceau de vaisseau qui est englouti sous le Sunday Ram, et les Jedi qui vont être confrontés à ça et donc à s'échapper de là et développer encore des Drengir, quoi. Donc, OK. Voilà. Fait qu'au final, là, la chute de l'étoile, il y a juste Telangios qui a sa barbe. C'est ça. Tout le monde a survécu. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Sauf celui qu'on aimait, que c'était monsieur. Là. C'était le personnage qu'on suivait dans la phase 1, pour rappel. C'est vraiment vrai. le personnage principal, et il meurt à la fin de la phase 1. Fait que, bon, ça a un côté très dramatique. Le maître de Verne. Ouais. Mais par contre, je vous conseille la lecture des 2 audibles, l'écoute des 2 audibles exclusifs, parce qu'il y a des passages très abyss, ou genre Léviathan en mode sous-marin, monstre marin, c'est pas mal du tout. Hein. Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. C'est deux très bons audiobooks jeunesse, encore une fois. Ça doit être très court. Hein, oui. C'est 4h, 4h30, ouais, c'est ça. Parce qu'Audible, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça, là, c'est la version audio, on va dire, d'Amazon. Donc, cherchez-les pas sur Spotify et compagnie, là, peu importe où vous prenez vos livres audio. Là. C'est ça. Donc, c'est vraiment exclusif. Puis, non seulement c'est exclusif, mais c'est quasiment exclusif en termes de marketing. Parce que je veux dire, il y a 0 annonce que ça sort, etc. Donc, on en avait parlé, genre, en septembre, quelque chose comme ça. Là. Oui, pour quand le premier était sorti, là, mais c'est vraiment très étrange. Là. C'est tellement exclusif que personne n'est au courant que c'est sorti. Mais d'ailleurs, ils font aucune pub sur aucune de leurs Audible exclusives. Ils ont des trucs de très très bonne qualité. Je sais pas, peut-être, puis j'ai aucune idée. Peut-être que ça vise justement les très très jeunes, puis c'est pour ça qu'on. Mais tu sais, même dans les trucs sur le site de Star Wars, je suis même pas sûr qu'il y a qui annonce que c'est sorti. Bref, c'est un autre sujet, là, mais je trouve ça très, très, très étrange, la manière dont ils nous apportent ça. Mais tu vois, là, ben, ça sème mon intérêt, tu sais, la curiosité pour... Fait que là, c'est dans le 2, il faut que je lise les 2, là, ou... Oui, c'est l'un la suite de l'autre. C'est vraiment la suite directe. Et oui, c'est jeunesse, mais c'est bizarre parce que ça quand même apporte du contexte au lore, quoi. Enfin là, tu vois, c'est sans ça, tu sais pas d'où ils sortent les Drengir, quoi. Donc c'est un peu bizarre. Bref. Donc les Jedi sont bien évidemment mis au courant de la situation sur Kashyyyk. Et donc on a 2 teams, une team qui est dépêchée pour aller sur la planète Trisai,
pour capturer Mark Yonro, qui serait peut-être là-bas, et l'autre team est envoyé sur Kashyyyk, donc pour aider à une éventuelle évacuation de la planète. Et évidemment, nous, lecteurs, nous allons suivre ce groupe sur Kashyyyk. Donc groupe composé de... Vous avez tout pour noter. Donc on a Reath, Silas, Buryaga et Kelnaka, les 2 Jedi Wookiee, donc très attachés à leur planète natale, donc évidemment que les 2 veulent y aller. Nan, Daz, Avon, mais aussi on a Azlin Rel, Comac Vitus, Amadeo Azazo, voilà. Mais comme ils y vont à bord du vaisselle, donc avec eux on a Afi, Leox et Géode. Donc voilà, quand on parlait de trop de personnages, là franchement c'est un peu abusé. D'autant que la présence de Nan et Azlin rend de certains plutôt nerveux. Et en plus de ça, on va nous introduire... c'est ça. C'est que déjà, dans les 2 cas, ceux qui savent qu'ils vont avoir Nan ou Azlin, là, ils apprennent que l'autre va être là, et ils disent à Rick, non, mais c'est parce que, qu'est-ce que tu sais, en plus, bon, on est à une époque où des utilisateurs du côté obscur de la Force, il n'y en a plus. Oui. Dans le fond, pour eux, là, les Sith, il y a Azlin, c'est des vieilles légendes, tu comprends? Et là, le seul qui a causé déjà des milliers de morts, tu comprends? Ben là, ils l'apportent avec eux dans leur vaisseau. C'est ça. C'est vraiment là, Hannibal Lecter, tu sais, attaché. Ça, c'est le silence des agneaux, quoi. Un diable, là, tu sais, avec un masque de hockey. Parce qu'il y a une certaine confiance qui s'est instillée entre Reath et Azlin, et donc Reath veut l'emmener avec lui. Comac n'est pas très d'accord, justement, ça apporte quelques engueulades entre Reath et Comac durant tout le bouquin. Et des interventions de Comac envers Azlin en lui disant calme-toi, quoi. Oui, un l'esprit. Très intéressant où tu as Azlin qui commence à baratiner Amadeo, justement, qui lui aussi a perdu son maître, et donc comme il voit que Azlin réitère la même chose qu'il a fait avec Reath quand Comac l'avait quitté, Comac arrive et lui se dit non mais t'inquiète, et il commence à s'engueuler. C'est assez intéressant quand même, les relations de personnages sont quand même pas mal développées. Donc on en était où? Donc oui, en plus de ça, on va nous introduire évidemment au peuple Wookiee. Donc là, je vais vous épargner les noms, mais en gros, on a la matriarche du village qui va les accueillir dans leur village. Ils vont inspecter la portion de la planète touchée par le fléau. Et une autre team de Jedi sont déjà là, déjà sur place. C'est notamment des spécialistes en méditation, si je me rappelle bien. Parce que la méditation, à travers la force, permet de ralentir l'effet de... La propagation, ouais. La propagation, exactement. Avon va commencer ses recherches, va trouver un instrument suspicieux là, qui lui fait dire que Macampa est aussi peut-être arrivé sur Kashyyyk. Nan, elle veut retrouver et neutraliser Macampa. Elle lui en veut, mais méchamment, mais pour une raison encore inconnue à ce moment-là du bouquin. Ouais. Macampa, qui elle est toujours à la recherche de quelque chose sur Kashyyyk, on ne sait pas trop, mais elle arrive à observer le groupe de Jedi à distance, tu vois. Elle a mis discrètement des caméras et des micros partout dans la forêt. c'est ça. Et donc là, les Drengir arrivent. Ça prend beaucoup de micros pour couvrir toute une planète, surtout dans une forêt. Là, c'est ça. Donc là, les Drengir arrivent entre-temps sur Kashyyyk. Ils vont attaquer le village Wookiee, donc la grosse baston, où Amadeo est même blessé pendant la bataille. Suite à cette bataille, donc les Drengir sont repoussés. Les Wookiees du village vont tenir un meeting. C'est là où, c'est là où Azlin il fait son Goku, là. Pas encore, non, c'est sur la fin. Encore. Ouais, je crois que c'est la deuxième bataille en fin de roman. Ouais. C'était là déjà. Ah là, c'est génial. Les Wookiees du village vont tenir un meeting secret où juste les locaux, les Wookiees, quoi. Et Géode, bizarrement, Géode va aussi être convié à ce meeting secret, mais pas les autres, pas les off-worlders, comme ils appellent. Alors que les recherches de Avon ne vont pas très loin, pour elle, tout remettre contre le Blight, contre le fléau, est impossible à synthétiser. Nan nous sort que... là, c'est vrai que ça, c'était un des points négatifs aussi de la critique du bouquin. Nan, elle a tout le temps, c'est celle qui a les Deus Ex Machina, celle qui nous sort tout le temps des trucs qu'elle savait, mais que voilà, nous on savait pas. Donc là, elle nous sort que Macampa peut en fait contrôler les Drengir, et qu'elle les a envoyés les attaquer pour les ralentir dans leur recherche. Voilà. Donc voilà, petite révélation. Ils vont ensuite organiser une expédition pour retrouver Macampa. Et après une baston contre les Enforcers droïdes, il la retrouve à bord de son Spider Squirrel, de son vaisseau. Là. J'adore dire Spider Squirrel, je trouve ça excellent. Après une petite conversation... dont on se serait passé. Moi, c'est apparu dans les BD de Daniel Rosenberg que je déteste. Ah, t'aimes pas les Spider Squirrel? Ben, tu sais, imagine-le... Non, je m'excuse, ça fait aucun sens. T'sais, imagine-le rentrer dans l'atmosphère, je veux dire... C'est le contraire de l'aérodynamisme. Ah oui, mais si on commence à mettre du réalisme dans le truc. Aucun sens. Vous voyez l'araignée de Wild Wild West, c'est un peu ça, mais. C'est exact. C'est trop ça. Ouais, là, on voit qu'on est de la même génération, là, mais ouais. Wild Wild West. Tu viens de me rappeler un vieux truc, un vieux souvenir. Là, je revois l'araignée mécanique. Ouais. Mais, je trouvais les designs plutôt stylés, mais effectivement, demande à Loïc s'il voit ça
s'ils voient ça en live action. Dans un film Star Wars, tu sais, je veux dire, non. C'est vrai. Live action, non, mais en dessin animé, ça passerait bien, quoi. Tu vois, des trucs comme En ça, animation, ouais. les gamins. En animé, ouais, pardon. excuse-moi. Bon, on n'est pas du Non, même, mais tu sais, juste pour être clair que les gens, là, parce que c'est ça, c'est pas un marcheur comme on a eu plein de marcheurs là, dans Oui, Star oui, on Wars. a des Là, marcheurs. le but n'est pas de marcher au sol. C'est une C'est araignée. de voler. Le but n'est pas de marcher au sol, c'est de voler dans l'espace et dans le ciel. Mais elle a Les la pattes, forme c'est des d'une araignée. lasers, c'est des machins, tout ça, quoi. Fait que les pattes servent à quoi? Bah si, à tirer, elle a pas des missiles au bout des pattes ou des lasers ou je sais pas quoi, là. Ouais, t'as des gorilles dans l'épisode Voilà. 8, des gorilles Walker, là, tu vas pas... C'est bon, des araignées. Alors, pour moi, c'est ça. Les pattes servent à quoi? Ils servent à faire un design qui plaît aux jeunes enfants, qui était la cible du comic jeunesse, là, Les Aventures. Bon, ouais, pas qu'aux jeunes enfants, Francis, quand même. non, aux jeunes de cœur comme Jean. Là, Mais c'est parce que Jean, on est des jeunes enfants dans nos têtes. Ah, t'aimes bien aussi. Ah, donc on est... Ouais, non, j'aime bien, moi, je j'ai trouve ça classe. cœur, Moi, c'est pas vrai. C'est pour ça que c'est écrit le côté obscur de Star Wars en direct. Là. Ouais, bon, après, c'est vrai que ça n'a aucun sens, mais bon, moi, je trouve ça cool. Dites-nous dans les commentaires si vous aimez les Spider Squall Nihil. Il fallait qu'ils soient différencient des Impériaux, du First Order, tout ça. Donc, bon, ils ont des designs un petit peu rocambolesques. Bon, écoute. Bref, on était où là? Donc, petite conversation entre Nan et Macampa. Voilà, ben oui, Nan qui essaie de buter Macampa, mais elle n'y arrive pas et Macampa s'échappe. Au même moment, les Jedi ressentent quelque chose de pas net, très puissant dans le côté obscur. Pas le Blight, pas le Fléau, pas les Drengir, non, encore autre chose de mystérieux, on ne sait pas encore. Reef va retrouver Azlyn pour lui parler de cette mystérieuse source de force obscure. Et lui, Azlyn, bizarrement, il va lui mentionner une source, mais du côté plus lumineux également que lui ressent, tu vois, parce que lui, il est plus axé Darkseid, mais lui, il ressent le côté lumineux, tu vois. Donc c'est drôle. Et donc, suite au meeting Wookiee, voilà, donc là, il y a gros chapitre révélation, parce que les Wookiees vont révéler au groupe, et à nous, donc lecteurs, un de leurs secrets sacrés, ancestraux, voilà, de leur culture. Ils vont mentionner donc les White Washik Trees, donc c'est les arbres blancs Washik, on va appeler ça comme ça. C'est ça, quand je vous dis qu'il n'y a pas encore de traduction officielle sur ça, donc là, je le traduis littéralement. Tu dois pas être loin de la vérité, là. Voilà. Je ne sais pas si Washik, c'est W-R-O-S-H-I-Y-K. Je ne sais pas s'ils vont traduire ça, ça fait un peu comme leur langue, là, le Shriwook. Ça fait un peu le verlan de Shriwook, ça fait Wushwik. Bref, donc on a ces arbres blancs-là, sacrés, et donc qui forment une espèce de grove. Donc le grove, c'est un petit bosquet, un petit bois, quoi, qui s'appelle donc le White Washik Grove. Et donc ces arbres ultra sacrés pour les Wookiees, presque tous disparus, hein, en fait. Ils sont situés sur une petite île et ils protègent l'entrée d'une grotte qui s'appelle le Well of Night, donc littéralement le puits de la nuit, et qui contient un artefact sith, le Thorn Seed, donc littéralement la graine épinée. Voilà. Donc c'est ça, la mystérieuse source obscure, c'est cet artefact sith, voilà, que recherche Macampa, donc, et dont l'existence avait été révélée via son holocron sith. Voilà. Et la source lumineuse que ressentait Azlyn, ben, c'était ces arbres sacrés, en fait, qui protègent un petit peu la grotte et qui empêchent l'artefact sith de s'éveiller et de prendre possession de la planète, quoi, en gros. Donc les Wookiees sont obligés de révéler un de leurs secrets mieux gardés, et parce qu'ils ont peur que le Blight détruise le petit bosquet, là, le petit bois, les arbres sacrés, la seule protection contre l'influence de l'artefact sith. Voilà un petit peu la révélation du bouquin. Les Jedi vont donc se rendre sur les lieux. Avon va faire des prélèvements des cristaux là, de la grotte, de la Well of Night là, pour ses recherches, et va découvrir que ce sont des cristaux dérivés de la sève des Drengir, d'où leur présence potentiellement sur Kashyyyk. Ils ont peut-être appelé par ça, quoi, on ne sait pas. On se rapproche de la grosse baston finale, là, voilà. Donc là, c'est la grosse baston contre les Drengir envoyés par Macampa, donc. Et là, donc le Azlyn version Dragon Ball, en lévitation, qui va utiliser ses éclairs du côté obscur, là, comme Palpatine, quoi, j'imagine, pour se battre. Oui et non, il y avait un petit côté... En tout cas, je te laisse continuer, mais c'était différent. C'était pas, je suis debout au sol, puis je... Non, lui, il se surélève et il y a l'électricité qui crépite autour de lui. C'est pour ça que je disais qu'il y a un côté très Dragon Ball, en fait, ou Senseiya, quoi. Enfin, il y a le cosmos qui se réveille. C'est ça. Il balance ça. Il balance ça, et puis il est en mode rigolo, quoi. Enfin, rigolo, hein. Il rigole, il ricane, il prend son pied, quoi. Ah oui, il prend son pied, ouais. Il les tue à main nue et tout. C'est un super passage, hein. Vraiment, Azlyn, on l'adorait déjà, mais là, pouf. T'as envie d'être dans son camp, quoi. Ah oui, t'as envie de faire la même chose. Ouais, c'est mieux de l'avoir dans ton équipe. Ouais. C'est ça. Donc nos héros vont protéger l'entrée du White Washik Grove contre Macampa à bord de son Spider Squall. Nan, elle est aussi en mode berserk, elle récupère un lightsaber, se confronte
directement à Macampa, il va même faire cracher son vaisseau, son araignée. Mm. Le Thorn Ça fait Seed, plaisir à Francis. On le reverra plus la Tout régler. à fait. donc le Thorn Seed, l'artefact site, va malgré tout s'éveiller, et même le côté lumineux invoqué par tous les Jedi n'arrivera pas à endiguer le pouvoir de l'artefact, jusqu'à ce que Géode se pointe face au Thorn Seed. Il va commencer à briller, le Géode, puis à chauffer, puis au final exploser avec l'artefact site. Voilà. Au même moment, tu as Bouriaga et Kelnaka qui arrivent sur les lieux, et via une espèce d'invocation magique à travers la force, ils vont communiquer avec les arbres, faire briller le White Watchy Grove, et tout cela va faire communier les arbres sacrés entre les Drengir, le Great Progenitor, le Grove, tout ça. Ça va annihiler leur soif de tuer aux Drengir, les faire eux aussi communier avec la nature environnante, pour au final les pacifier et les convertir en full être de lumière. Voilà. Donc la menace Drengir est donc écartée à tout jamais. Ouais. Ah, Ils sont sur devenus Kashyyyk, en tout cas. végétariens, je pense. Sur Kashyyyk. Mais tu te dis, vu que la Great Progenitor a décidé de se planter là, tu te dis que peut-être que... Ouais, mais il y a- en tout cas, c'est ça. C'était quand même des plantes carnivores. Là, est-ce que ça devient des plantes herbivores? Moi, tu sais, c'est parce que c'est ça. Elles je sont trouve que le devenues côté très véganes, en fait. enfantin, là, dans le. Tu sais, c'est Ben, comme dire je sais pas, des animaux carnivores, des loups. Est-ce qu'ils sont À méchants brouter de l'herbe. quand ils chassent? Est-ce qu'ils sont possédés par le côté obscur? Donc là, s'ils tournent du côté lumineux, ils deviennent des gentils loups. Ils vont arrêter de tuer d'autres animaux? et tu Ils sais quoi, vont, on mentionne le se laisser tag crever de c'est magique. faim? Voilà. Donc, réfléchis pas trop, hein, c'est magique, c'est la magie de la force. Ouais, donc, c'est ça. Écoute, Ouais, moi, mais j'ai je trouvé que peux c'était peut-être trop mentionner, facile. avant qu'on retourne sur différents concepts, mais la graine, là, tu sais, le magique, Seed. là, écoute, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que ma fille nous fait écouter régulièrement les films Sonic ces temps-ci, mais pour moi, c'était vraiment l'émeraude vert. Là, Ah oui, c'est ça. je sais pas pourquoi, mais vraiment, je voyais vraiment une espèce d'émeraude magique là, à la Sonic, là, justement, tu sais, que je cherche pas. C'est ça. Pose pas de questions, c'est ça. Il y avait un petit côté, là, tu sais, dans une grotte, cachée, sur une île. Bon, en tout cas, bref. T'as regardé Sonic 2 il y a pas longtemps, quoi. Ouais. Ben là, on a révélé la fameuse mort dramatique, c'est Géode. Donc, c'est Géode. le fameux personnage qui était amené de façon mi-humoristique, mi-sérieuse par Claudia Gray. Là. Donc, tu sais, à chaque fois, il y avait des petites réflexions, là, comment il fait pour bouger. Et voilà. Il joue même au poker. Géode Cruz, là, drague. Ouais, voilà, draguer. Personnage, tu dis, mais c'est une roche. Ouais. Là encore, Claude Gray joue encore dans le même champ lexical, on va dire, de tout ce que fait Géode. Ouais. Un petit peu. C'est pas, moins... oui, voilà. C'est moins marqué que dans d'autres romans. Genre. Voilà, parce qu'on l'avait dit dans d'autres romans, dans peut-être Fallen Star, c'était trop poussé, je dirais. C'était limite chiant, tu dis oui, bon, c'est bon, on a compris. Là, ça va, ça passe mieux, je trouve. Mais est-il vraiment mort? Il y avait une logique aussi, par contre, à son sacrifice, dans le sens où, tu sais, le fait que c'est sa constitution de minéral, puis tout ça, là, tu sais, qui fait que, bon, tu sais, ça aurait pas pu être n'importe quel personnage, ou en tout cas, il y avait un petit côté, là, logique. Tu sais, si tu cherches une fin à donner à ce personnage-là, ben, c'était bien trouvé, j'ai trouvé. Tu le mentionnais, Philippe, est-il vraiment mort? C'est une mort un peu à la Groot, on va dire, parce que... C'est exactement ça, je s'appelle Géode, quoi. Oui, t'as pensé au même, oui, c'est évident. Parce que, voilà, on va avoir un bébé Géode. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Parce qu'à la fin, donc, t'as Afi et Léox qui vont récupérer les restes des cristaux de Géode. C'est même pas à la fin, c'est dans la foulée, l'autre il lui dit attends, mais il reste, regarde, il récupère ça. C'est qu'au début, ça dit non, ok, là, c'est définitif. Là, finalement, ouais, mais là, on va récupérer les morceaux et puis on va essayer une super colle. C'est très drôle comme passage parce que déjà, t'as Afi et Léox qui vont commencer à ramasser les morceaux de Géode. Et après, t'as tous les autres Jedi qui arrivent et les accompagnent. Et là, tu te dis, donc la bataille est terminée. Et tu les vois tous, tu pictures ça dans ta tête, tu vois, et tu les vois tous par terre en train de ramasser des morceaux de cailloux, tu vois. Oui, dans une forêt, grotte, plage, là, tu sais. Ouais. Oui, ils peuvent s'éclairer avec les sabres laser, comme ça. Ben, c'est expliqué que c'est une espèce que, tu sais, qui pourrait être coupée en deux puis survivre. Tu sais, oui, voilà, parce qu'il mentionne une espèce de Hearthstone, là, qui est un peu le cœur. C'est ça, à condition que tu récupères le cœur, en fait. Voilà. Et Léox, il fait un collier avec, je crois, et voilà. Donc, tu te dis qu'il pourrait peut-être revenir, mais voilà, ma réflexion, c'était, si le gars, enfin, Géode, il se reconstitue comme les pierres se reconstituent dans notre réalité,
tu te diras que, ben, il arrivera à maturité quand, Aphie et Léox ne seront plus Non, jeunes. non, dans 5000 ans, ouais. Voilà, donc ça peut être, c'est quand même un peu tragique, mais je trouve que justement, c'est pas assez, moi j'ai pas chialé, tu vois? Quand Jod crève, j'ai dit: «Ah ouais, d'accord». J'ai trouvé ça un peu facile, encore une fois, comme résolution d'intrigue. Ben, c'est pour ça, quand je mentionnais en partie non spoil que c'est peut-être un choix de Claude Degré de ne pas tuer trop d'autres personnages pour tu sais, que le sacrifice du roman, c'est Géode. Ouais, peut-être. Le, Tu sais, alors que en là, fait, si d'autres Jedi étaient morts, ou etc., tu sais, le vrai truc logique, moi je m'attendais à ce que justement Asline en fait fasse un truc quoi, tu vois, absorbe le côté Ouais. obscur ou en tout cas Ouais. en fait, voilà, se mettre en avant parce que finalement à part se battre en fait et faire quelques trucs, il apporte pas grand chose non plus. Quoi. Tu Asline, vois, tu il le est, mentionnes, il ramasse les morceaux du Thorn Seed quand même qui Mm. cachent, tu vois? Donc Ouais, c'est j'imagine, ça. j'espère que Soul, l'utilisera ça, dans ouais. ce roman. J'espère que ça servira. Sinon, ben, tu Ça sais, fait le roman partie des s'appelle. choses à résoudre quoi. Ouais. Mais tu sais, le roman s'appelle Into the Light, fait qu'effectivement, ils sont sur une planète qui regorge de vie, tu sais, puis c'est ça, de vie lumineuse, là, du point de vue de la force. Fait que, puis là, en plus, ces espèces d'arbres blancs, là, je sais pas comment que ça va être traduit, là. Mais bref, là, tu sais, c'est le summum, là. C'est vraiment, là, puis, qui le mentionnait tantôt, mais encore plus puissant que le Conseil de Jedi, tu sais, dans le sens où eux, ils vont réussir à stopper le fléau, le Blight. Ah oui, voilà, parce Ou qu'on a est-ce pas terminé que le les Jedi n'ont pas réussi? c'est ça. Mais Bon. justement, c'est ça le truc en fait qui me faisait dire c'est tout ça pour ça parce qu'en fait, il n'y a pas de remède au blight et ils peuvent même pas importer en fait les arbres de Kashyyyk ailleurs. Donc de toute façon, en fait, C'est ça. Oui, parce qu'on Mais l'a pas dit, mais t'as sauvé caché. Ouais. voilà, on a, super, on a sauvé une après planète. après la mort de Géode, la petite cérémonie en sa mémoire, ils vont aussi retrouver Macampa donc dans son labo et la faire prisonnière. Ils vont remarquer, à leur grande surprise, vous le disiez, que le fléau a totalement disparu de la planète, donc Kashyyyk est sauvé, grosse célébration avec les Wookiees. Et avant de retourner sur Coruscant, Nan va rejoindre le crew du vaisselle. C'est intéressant parce que pendant tout le roman, Nan et Aphie elles se détestent, et puis plus ça avance et plus tu sens qu'il y a une relation entre elles, et puis au final, elles vont s'apprécier et s'entraider, même à la fin. Et à la fin, donc, Nan va rejoindre le vaisselle, c'est cool. Comac, qui avait quitté l'ordre, là, il a décidé de le rejoindre. Le gars, c'est une girouette. Avon va faire son rapport à l'Université des sciences, tout ça, voilà. Et puis, on revient sur Marc Anro, voilà, en fin de roman, qui, lui, avant de ce qui s'est passé sur Kashyyyk, mais ne croit pas en la disparition du Blight, du fléau comme ça, ou du fait même que la République aurait peut-être trouvé un remède pour soigner Kashyyyk, tout ça. Donc, ça finit un petit peu comme ça, quoi. Voilà Bon, pour Ah, le. il fait quand même genre devant ses troupes, mais il est pas très joyeux quand même. Oui, il est un peu inquiet. ouais. 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 Je crois que c'est Ouais. la dernière fois, il dit pour la première fois de sa vie, en fait, il a passé une mauvaise journée ou un truc comme Ouais. ça. Ah oui, c'est vrai, ça finit comme ça. On est comme ça. Ouais. Tu mentionnais le titre Into the Light. Je trouve ça très bien choisi, justement, Francis, tu mentionnais, pour justement, que ça soit Nan. J'ai trouvé que Nan, Adzlin, qui sont un petit peu les deux Darksiders, et les Drengir, c'est trois personnages qui finissent le roman Into the Light, quoi, en fait. Peut-être pas Adzlin, tu me C'est diras, mais vrai. Nan et les Drengir, en tout cas. Donc, Et pas Into the Blight. Ouais. c'est ça, Into the Light. Voilà. Ouais, effectivement, c'est sûr que c'est une peut-être raccourci scénaristique ou fin facile là, de voilà, magie, même les Drengir sont devenus gentils, bon. Ouais, c'est ultra Mais facile. effectivement, c'était pas que des plantes carnivores, là, comme je disais tantôt, c'était aussi des créatures du côté obscur, etc., alimentées par le côté obscur. Puis, mais effectivement, il y a un côté conclusion, mais très local. Fait que pour le reste de la galaxie, bon, il arrive quoi? C'est ça. Puis même ce qu'on pense être fermé comme porte, fait que, par exemple la mort de Géode ou le Blight aussi, non seulement tu as Martin Rowe qui y croit pas, lui il se dit c'est de la propagande, mais même les scientifiques de l'université là, à qui Avon parle, eux ils croient pas du tout, là, ils disent ramène tes échantillons puis on va regarder ça entre adultes. T'sais. Oui, parce qu'il ne faut pas confiance à c'est Avon. C'est un trope exactement de young adulte, ouais. Donc la jeune qu'on ne croit pas parce qu'elle est trop jeune, alors qu'elle est c'est un aussi trope des plus profs aussi. intelligente que quoi. Ouais. Ouais, ben c'est la petite génie, là, la Tony Stark, ou je sais pas comment il faut le dire, là, mais ouais. Mais d'après elle, il y a vraiment pas de remède du Blight, Non, d'après ouais. Nathan pas non plus. Donc comment ils vont régler ça dans le dernier roman de Soul, C'est partie des choses à régler parce qu'on sait ni d'où ça vient, Ouais. ni comment ça se répand en fait. Mhm.
Là, pareil, je voulais vous en parler de tous les passages fillers entre guillemets que j'ai notés. Là, il y a un passage sur Kenari, un Kenari qu'on connaît là pour Andor notamment. C'est la planète natale de Cassian Andor. C'est un court passage, c'est un seul chapitre où, les Dringhi réapparaissent. Mais en fait, le chapitre est bizarrement écrit. On nous introduit des personnages en pagaille, nommés et dont leur profession est aussi, nommée quoi. Enfin, ils sont décrits et tout. Tu leur dis: «Ah, ils vont être importants» et ils se font tous bouffer Ils sont dans le tués. chapitre. Ouais. Et je me dis: «Mais à quoi ça servait de les décrire?» Enfin, moi, j'essaie de me rappeler les prénoms, tout ça, je notais, tout ça, et au Ouais. final, ça sert à rien. Ah, ben, c'est Ah, exactement pour ça, Jean. C'est pour justement te créer cette surprise-là. Dans un Ouais, sens, là, c'est une version très, très, évidemment, très, très écourtée, mais exactement le même processus que Charles Soule a utilisé dans le premier, là, dans La Lumière des Jedi, mmh où C'est est-ce vrai, qu'on a passé des heures ou tu sais, des ouais. pages, des chapitres à développer des personnages, et là, on qui vont les tue. mourir. Oui, mais oui, ouais, mais c'était On beaucoup les plus tue aux marquant, trois ouais, quarts du roman. ouais. Donc, alors que, ben, c'est ça, là, ce qui fait la surprise, c'est que tu as tellement passé de temps à les développer que tu Mmh t'imagines pas qu'on va les tuer avant la fin du roman. Tu sais. Et là, ça se passe en 10 pages, quoi. C'est ça le truc. Oui, c'est le problème, c'est un chapitre, c'est un seul Ouais. chapitre. Donc là, oui, je comprends le Soul, c'était bien fait, quoi, c'est, Mhm. ouais. Et il y a pas que ça, hein. Là encore, à la limite, ça passe, tu vois? Et puis ils se font bouffer, donc c'est quand même rigolo. Mais il y a des passages, est-ce que vous vous rappelez du passage avec, Marlem Glay? Donc c'est une Nahil qui a quelques passages dans le bouquin là sur Baori Minor là. On la nomme, on nomme où est-ce et on s'en fout, je me rappelle même plus de ce qu'elle fait, tu vois? Alors là, tu vois, là, tu m'en parles et Il effectivement, y je me a rappelle. il y a une Non, Space non. Runner qui s'appelle Marot Luriel, qui va sauver un vaisseau de la guilde de Hafi là, face à des Nihil, et c'est ce passage, je me dis: «Mais Oui. pourquoi? Enfin, ça sert à quoi ce Mhm. passage?» Il y en a plein comme ça, plein, Ouais. plein. Donc ouais, là, j'ai pas compris ce que voulait dire, Claudia Gray. Ben, écoute, si c'était pas Claudia Gray, j'aurais tendance à dire qu'il y a peut-être eu du charcutage à la fin pour réduire tu sais, la longueur, Ah peut-être, ouais. vu que c'est censé être jeune adulte. Mais je suis pas sûr que en tout cas, Claudia Gray n'est pas une maladroite d'habitude, là, tu sais, qui manque des transitions, des choses comme ça. Donc, ou qui sait, écoute, c'est peut-être des personnages qu'on va revoir après dans Trail of the Jedi. Tu sais quoi? Ces personnages-là, que moi je qualifie d'inutiles, hein, sans être trop méchant non plus, mais ça, plus tous les rappels, elle a fait énormément. Alors si on est complétiste comme nous, on adore, mais elle fait énormément de rappels de tout le reste. Dès qu'il y a Mhm. un personnage qui apparaît, ben bam, en 2 phrases, elle te rappelle un peu qui c'est. Ce Ben, qui s'est passé, avec ouais. le nombre de personnages principaux qu'on a et qu'on connaît déjà, je trouve que, tu vois, elle aurait skippé tous les fillers, tous, les rappels et focus plus sur les relations de personnages. Je trouve que ça aurait été plus fluide et se Ouais. focus sur une nouvelle intrigue, alors que là, l'intrigue, elle arrive à la fin du bouquin, quoi. Mais c'est bien que tu le mentionnes parce que je pense que ça vient préciser aux auditeurs qui ne l'ont pas lu du tout. Tu sais, quand on dit qu'il y a beaucoup de personnages, c'est qu'en plus, là, ceux qu'on vous a montré les images, qu'on vous a nommés, c'est ceux qu'on suit jusqu'à la fin. Mais effectivement, tu sais, par exemple, sur Coruscant, on va croiser Elzarman. Je veux dire, tu sais, on va croiser plein d'autres personnages que, bon, OK, est-ce qu'ils sont présents dans ce livre-là ou pas? Puis comme tu dis, effectivement, c'est qu'à chaque fois, on passe quand même un petit peu de temps ou bref. Fait que c'est un Ah, gros elle balance fouillis quand Zénon, même quoi. de Voilà. personnages. Ouais. Mm. Sinon, d'autres éléments que ben, j'ai mentionné, Jean, tantôt en partie, sans spoil, les petites erreurs de continuité ou en Oui, tout cas que oui, oui, c'est des faux raccords avec d'autres. vas-y. C'est vraiment rien de majeur, c'est vraiment juste sur des Mmh aspects chronologiques. Carrément ici, ça dit des fois, là, ça fait 3 ans que telle affaire, mais en fait, dans l'autre roman, ça faisait 4 ans. Ou, mh. c'est des choses comme ça. Fait que rien de majeur. Mais au final, on ne sait pas trop. En fait, c'est que ces erreurs-là, justement, ont tendance à faire comme s'il y avait plus de temps écoulé entre ben, le début de toutes ces histoires-là et le Ouais, roman d'aujourd'hui. c'est ça. Donc, ça expliquerait un petit peu plus quand même la maturité de Reed, de Mmh Nan. Tu sais, à quel point on le disait des fois dans d'autres émissions, là, Jean, là, il me semble qu'ils ont vieilli extrêmement vite, surtout dans les BD. Là. Tu sais, Ouais. les enfants sont devenus des adultes en, Mmh en Ouais, quelques ouais, mois. c'est pas à ce point-là, ouais, on n'en est pas à ce C'est point-là ça, non tu plus. sais, Après, avec ce qui leur arrive, c'est normal. ben oui, d'un point de vue, mais physiquement. Ah Ouais. oui, ouais. Moi, je questionne même la vitesse de croissance des cheveux Oui, oui, je me souviens dans certaines BD. avec Tout ça Toliba, ouais. pour dire que certaines erreurs de continuité, c'est ça là, qui lui sont reprochées. Mais comme je disais, bon, les reprocher à l'auteur, c'est lui reprocher de ne pas avoir parfaitement maîtrisé tout ce qui est écrit par les autres auteurs au Mm. même moment.
Il me semble que ça, c'est pas la job de Close Grey. C'est la job du Story Group à San Francisco. Ouais. Donc, moi, c'est vraiment là à qui je jetterais la pierre. Là, Oui. parce que c'est censé être leur mandat. Bah oui. Bon. Là, par exemple, si tu veux donner des exemples, tu vois, on mentionne les événements de Into the Dark datant de 3 ans auparavant, alors que Into the Light se passe en fait 4 ans. Tu vois, donc c'est juste ça, tu vois, ce genre d'erreur, c'est pas grave, tu vois. Comac a quitté l'ordre il y a des mois, qu'ils disent dans le bouquin, alors que ça fait 2 ans, tu vois. Donc c'est que des petits détails comme ça. 2 ans, c'est des mois. Ouais, mais des mois, c'est sous-entendu il y a quelques mois. C'est aussi des années. Ouais. Pareil, t'as Reese, voilà, il est dit dans le bouquin, il n'a pas été chevalier Jedi depuis longtemps, alors que ça fait 2 ans, tu vois. Donc 2 ans, c'est quand même, bon, c'est pas longtemps, mais c'est quand même 2 ans. Tu vois, c'est des petits Sur l'échelle détails. de Verne, c'est beaucoup. Par contre, un truc plus grave, je sais pas trop si c'est grave, mais les fameuses statues là, les idoles de Into the Dark qui ont été retournées sur, voilà, ils disent qu'elles ont été retournées sur la Maxine Station depuis des années, alors que dans Tear of the Nameless, qui se passe la même année que Into the Light, mentionne le fait que ces statues sont toujours sous le temple Jedi de Coruscant. Tu vois, donc, mais d'ailleurs, on se demandait si il n'y avait pas un rapport avec le Blight qui est apparu. Ouais, voilà. Quelque part. Et là, pourquoi les avoir dit retourner sur la Maxine Station, c'est un peu débile. Kelnaka, pareil. Kelnaka, donc, il est introduit comme chevalier Jedi, alors que dans le comics Kelnaka, là, que tu montrais, Francis, on sait qu'il est déjà Jedi Master au moment du livre. Tu vois, donc c'est des petits détails, mais bon, c'est pas gênant. Tu vois. Et un autre truc, ça c'est marrant. On nous dit qu'alors Nevaka, c'est un Wookiee que Reith reconnaît il y a 3 ans dans Into the Dark. C'est un personnage de Into the Dark déjà. C'est un Wookiee mâle dans Into the Dark, et là c'est un Wookiee femelle. Non, ou l'inverse, je sais plus. En tout cas, c'est un changement de sexe entre les deux. Et j'ai pas envie de partir dans un débat si la transition de genre chez les Wookiees c'est possible ou pas. Mais voilà, il y a un problème de pronom, quoi. Non, voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça. Faut pas confier cette question-là à Justina Harlan ou à Daniel Roseholder. Non, voilà, ça peut très mal finir. Ouais. Voilà. C'est marrant parce que je me rappelle, il y avait eu la même chose pour Adam Poe, le maître Jedi qui meurt justement dans ce bouquin. Dans Into the Dark, je crois, ou Light of the Jedi, un des deux. C'est pas le même sexe d'un bouquin à l'autre en fait, mais c'était au tout début de la Haute République. Et Light of the Jedi, les réimpressions avaient corrigé l'erreur. Donc j'imagine si tu as le bouquin avec l'erreur, il est collector maintenant, quoi, j'imagine. Je sais pas. Mais ils sont très progressistes. C'est ça. C'est ça, exact. Et d'ailleurs, Jean, il y avait 0 romance dans ce bouquin, t'as dû. Il y a vraiment de romance, effectivement. Ouais, il y a de la dragouille, quoi, mais. Alors attends, j'ai quelques notes sur ça, non, parce qu'il faut absolument. Quand même. Non, mais Nan moi j'ai adoré la relation Nan et Reith. Parce que, alors attends, c'est où là, nanana, j'ai pas mal de points Nan, parce qu'il y a Nan Makampa, la relation est pas mal. Mais il y a aussi une dragouille Reese Avon aussi. Enfin, ou Avon, elle a un crush, quoi. Avon est purement. À un moment donné, c'est carrément dit qu'elle est amoureuse de Reese. Ah oui, c'est ça, elle a un crush complet sur Reese. Reed, c'est le classique, là, il voit pas du tout. Il n'y a pas les codes pour comprendre que. Il a grandi, mais pas à ce point-là. Il n'a pas envoyé une lettre d'amour, là, mais n'empêche, c'est ça. Non, mais justement, des passages. Avon est complètement amoureuse de Reed, mais bon, Reed s'en rend pas vraiment compte. Et à l'inverse, Reed a un petit côté pour Nan. Oui, voilà. Qui est sa némésis depuis. Oui, voilà, c'est ça. 4 ans. Ce sont les amoureux. C'est la bad girl en plus. C'est génial. T'as le passage où elle est dans sa chambre dans le village Wookiee. Elle est dans sa chambre, lui veut lui parler, et elle est à côté du lit. Donc voilà, t'es là, ils vont parler sur lui. T'as quoi c'est les mots qu'utilise Cluedo que j'ai beaucoup aimé. T'as un moment, Reese n'a donc pas confiance en Nan, et on mentionne un close physical contact. Tu l'as noté celui-là. Qui n'a pas l'air de déranger Nan, tu vois. Elle dit ok, si tu veux me close physical contacter, il n'y a pas de souci, quoi. Nan est plus open, quoi. Reese, t'as l'impression qu'il voit pas un petit peu tous les signes. À la fin, quand elle est un peu KO suite au crash du Spider Squad, elle se réveille et elle appelle un petit Mr. Silas, tu vois, en mode tout mignon. C'est trop cool. Et t'as un moment où t'as Reese où ils s'engueulent un petit peu les deux. T'as Reese qui lui sort tu n'es plus mon problème. Et Nan va être touché par cette réflexion. Il y a une petite phrase qui dit que Nan, ça touche quand il s'énerve, il part en courant. Et puis quand on lui dit tu n'es plus mon problème. Et pareil, lors de la bataille finale avec les Drengir, t'as Reeth qui va sauver Nan. T'as Nan qui va aussi sauver Reeth en l'avertissant que voilà, Liane lui arrive sur la gueule, machin. Donc tu sens que voilà, une petite relation mignonne, quoi. J'aime bien. Ah, j'ai bien fait de parler d'amour alors.
Ouais. Non, il n'y a pas une, il y a pas une romance open comme ça, mais il y a quand même des signes, tu vois. En mode, Hermione et Ron Oui, dans c'est ça, le exactement. troisième, quoi, par exemple, tu vois. Et C'est donc, Ouais, Rhys c'est ira ça. prendre des C'est cours avec pas, Elzar. ouais. c'est pas les aventures de Elzar et Non, voilà, c'est pas le chapitre 53, on n'en est pas là quand même, tu vois. Euh, il a Mais, retenu le chapitre. dans par contre, Temptation of the Force, la voilà. tentation de la force. Par contre, je sais pas si vous aviez, noté aussi la relation donc Nan Macampa, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa parce que mystérieuse, au début. Mais il y Mhm. a un moment où quand Nan, gueule, enfin, je sais pas, c'est Reese, je crois, qui demande à Nan pourquoi elle en veut autant à Macampa, machin. Ouais, tu l'as Parce que sauté, ouais. ouais, Macampa n'a pas l'air de reconnaître, plus que ça Nan, et Nan répond à Reese, ben, c'est that's the point, tu vois? C'est justement pourquoi, elle me reconnaît pas, et je me suis dit: «Ah, il y a peut-être une relation familiale entre les 2, tu vois? Peut-être que Nan serait la fille cachée de Macampa, j'en sais rien. En fait, que dalle, c'est rien du tout. Bon, on n'a pas de ouais, on n'a pas de Non, non. révélation là-dessus. Bah, si, en fait, elle explique, mais tout à la fin, mais vraiment tout à la fin, l'avant-dernier chapitre, quoi, que Nan voulait se venger de Macampa pour la mort de Hag. Et Ouais. Hag, c'est un Nihil de Into the Dark que tout le monde a oublié, qui meurt tué sur la Maxine Station. Mhm. Et voilà. Et c'est un dialogue avec Reese comme ça, et je suis là, d'accord, je trouve ça naze comme résolution. Je pensais vraiment que Macampa, Mhm. ou peut-être en voulait Ouais. à Nan parce que, ben, Qu'elle pour les, pardon, les qu'elle avait Drengir, tué sa famille ou un truc comme ça, quoi. Enfin, tu vois, il ou y avait ça, ouais, un. Ouais, ouais, quelque ouais. chose de Ouais. grave, quoi. Ou je pensais que, voilà, vu que c'était Nan qui avait découvert les Drengir sur la Maxine. Ouais, ben, de mémoire, c'était quand même limite sa famille, en fait. Là. C'était comme son Ouais, c'est mentor ça. là, en pleine ténèbres, Ouais. Anan. Mais bon. C'était son Euh, équipe. Ouais. D'autres choses, je vois on a dépassé le 1h30, Désolé, messieurs. D'autres désolé. choses à passer en express? On en parlera en off parce qu'il y a tellement de trucs à dire, mais on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Ben, écoutez, c'est sur ces quand même bonnes critiques. Là. On est quoi sur une moyenne de 13-14, ouais, 13, mettons. Sur 20, c'est sur ces bons mots qu'on va conclure cette édition de Star Wars en direct littérature. Comme toujours, si vous avez des suggestions, des commentaires, on serait curieux d'avoir votre avis, non seulement sur ce roman en particulier, sur les jeunes adultes de la Haute République. Moi, je serais curieux d'avoir votre avis. Là, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que, tu sais, c'est une réflexion? Bientôt, on va être rendu au bilan. Hein, il reste juste un roman adulte. Fait qu'il faudra se demander, OK, est-ce que c'est nécessaire de lire les romans jeunes adultes pour quand même apprécier ceux adultes? C'est des questions qui reviennent quand même assez souvent aussi là, sur les forums, les Ouais, discussions en général de littérature Star Wars depuis quelques années. Voilà, partagez les pouces et compagnie. Rejoignez, si ce n'est pas déjà fait, notre Discord aussi et venez discuter avec nous. On a Philippe qui nous montre aussi le merveilleux chandail, le merveilleux concept que Danny a fait pour la célébration au Japon. Moi, je le trouve tout à fait incroyable. Magnifique. Ouais. Fait que juste aller sur le site de Star Wars en direct, il y a un raccourci vers la boutique, ou sinon, si vous allez sur Redbubble, suffit de chercher Star Wars.direct. Donc, voilà. Est-ce émission récente. que prochaines émissions, ben, évidemment, on peut mentionner le prochain roman, là, on n'a pas arrêté de le mentionner, là, mais Trial of the Jedi de Charles Soule qui sort à la fin juin. Donc, on devrait vous chroniquer ça cet été. C'est ça. Sinon, prochaines émissions, Jean, il doit y avoir des comics quand Ouais. même. Ben, en comics, on a 2 tomes qui sortent bientôt. Enfin, non, tu me diras fin juin aussi, mais on va prendre de l'avance, on va peut-être l'enregistrer. Mais entre-temps, on a quoi qui sortira? Qu'est-ce qu'on a enregistré récemment? J'ai un trou là. La bataille de Jeddah. La bataille de Jakku, voilà. Est-ce que la bataille de Jakku, Jakku pardon. sera sortie avant ou après Oui, ça, cette émission-là? c'est sorti, c'est déjà disponible. C'est déjà dispo, OK. Parce que là, comme on a enregistré énormément de comics à l'avance, je sais plus trop ce qui sort ou ce qui sort pas. Ouais. Je sais qu'on aura le Star Non, Wars c'est ça, tome il 9. y a un petit vide, effectivement, jusqu'à la fin juin. Puis sinon, ben, on vous préparait aussi, du point de vue littérature, on vous préparait aussi une émission qui n'était pas consacrée à une œuvre en particulier. Là. Il y a vraiment un podcast là, de discussion là, entre différents membres de l'équipe sur les auteurs en particulier, donc Claudia Gray. Donc, voilà. Sinon, en dehors de ça, ben là, il y a les Tales of the... Voilà, C'est quoi cette Underworld, ouais, série-là? c'est ça. Underworld? C'est ça. Qui devrait arriver aussi, ouais. Hors littérature. Les critiques des Tellement épisodes de la bien. série. Ouais, donc un sur Cat Bane et l'autre sur Assage Assage Ventress. Mm. Mm. Ouais, c'était quand même bien. J'ai préféré ceux d'Assage Ventress. En passant. Ouais. Ok. Ah,
Ah, d'accord, oui. Ah ouais, Déjà. on Voilà, sent que c'est sur pas les le deux. Philippe. Fight. Non, non. On n'a plus le temps. Donc, voilà. Sinon, je ne saurais pas dire là, s'il y avait autre chose au programme, par exemple, des musiques ou des choses comme ça. Là. Jean, je sais qu'il y avait Ben, comme un deuxième épisode sur oui, voilà, les c'est ça. Mais séries animées. il n'est pas encore sur le Euh, planning, donc j'imagine que ça va mettre un peu de temps avant d'arriver. Mais ouais. voilà. Voilà. Et bon, je ne sais pas à quel point on peut annoncer officiellement. Mais bref, sans faire une annonce officielle, chaque année, Star Wars en direct fait une conférence au Comic-Con de Montréal. Ah oui, oui, oui. Donc, on vous invite à suivre les annonces éventuelles qui vont suivre. Mais voilà, le Comic-Con de Montréal au mois de juillet chaque année. Star Wars un peu comme QC là, du côté de la France. Donc, on Vous a avez un toujours thème des déjà? belles foules, des beaux sujets. Donc, surveillez ça. Vous avez un thème déjà, Francis, ou... Ben, c'est ça, là. Je ne sais pas à quel point je peux faire l'annonce ce soir. J'en ai peut-être déjà trop dit. On coupera ça. C'est ça. Donc, voilà, écoutez, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Merci Philippe, merci Jean. Et que la force soit avec vous. À très vite. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by.